Bonjour à tous, bonjour à vous madame, messieurs. Merci encore de nous retrouver ce matin sur les antennes d'Equinox Télévision. C'est 10-12 le Zénith qui commence à l'instant chez vous, pour vous, avec vous encore. Merci de trouver comme chaque fois l'intérêt à partager cette belle tribune avec le grand public que vous êtes et forcément la grande famille comme chaque matin sur ce plateau. Qu'est-ce qui s'est réellement passé ce week-end avec la libération du cardinal Christian Toumi qui a été, souvenez-vous, à la veille retenu par les séparatistes qui réclament aujourd'hui la sécession dans les régions anglophones. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Qu'est-ce qu'ils se sont dit afin d'être libérés? Comment comprendre également que le faune d'un sort reste toujours en captivité aujourd'hui? Avons-nous au moins la chance de pouvoir filtrer quelques détails sur cette arrestation et cette libération aujourd'hui? Madame, Messieurs, nous en reparlerons bien évidemment au cœur de 10-12 le Zénith avec la grande équipe aujourd'hui. 38 ans de pouvoir, 38 ans que le RDPC est parmi nous, 38 ans de gestion ou encore de gouvernance avec le parti au pouvoir. Aujourd'hui, quel bilan les Camerounais font-ils de la gouvernance de Paul Biya avec le parti reconnu aujourd'hui comme étant le parti État? Les appréciations fusent de part et d'autre. Après le 6 novembre dernier, les Camerounais n'arrêtent pas de dire pour beaucoup leur courroux quant à la gestion de Paul Biya pendant ces 38 ans et qui pour beaucoup semblerait être une gestion avec plein de gabégies. Comment expliquer que ce soit les mêmes membres du parti au pouvoir qui sont des hauts commis de l'État qui pour beaucoup ont éventré pratiquement l'économie camerounaise aujourd'hui. 38 ans après, que doit-on retenir? Nous reviendrons assurément pendant l'émission sur les déclarations et les sorties de quelques Camerounais qui n'ont pas hésité justement de se faire entendre. Et enfin, va-t-on le dire ce matin, la journaliste Lynn Batonguet est enfin libérée. Qu'est-ce qui s'est réellement passé ce week-end exactement à l'est de Cameroun, dans la localité de Bétaré-Oya? Le préfet est-il devenu un demi-dieu dans la localité? Définit-il justement qui doit faire son travail, à quel moment? Comment peut-on aujourd'hui au Cameroun être journaliste, que l'on soit indépendant ou pas, ne pas avoir accès à l'information et que ce soit le préfet lui-même qui décide de prendre en otage un journaliste, l'incarcérer et ne pas lui donner l'occasion de faire son travail comme cela se devrait? Aujourd'hui, 20 ans, on va dire, oui, depuis la mise en place de la loi qui encadre la communication au Cameroun. On le sait, l'accès à l'information est un droit pour chaque journaliste, mais va-t-on dire, malgré la libération de Lynn Batonguet, qu'est-ce qui peut justifier l'attitude du préfet du Lomé-Djirem aujourd'hui que nous avons tenté en vain d'avoir hier pour nous donner sa version des faits? Malheureusement, jusqu'à ce matin, malgré la tribune mise à notre disposition, on n'a pas toujours entendu le préfet nous dire pourquoi il a choisi d'incarcérer arbitrairement cette journaliste camerounaise. Et ce sont des signes encore qui montrent aujourd'hui le net recul que représente la liberté de la presse au Cameroun et le préfet du Lomé-Djirem s'y est encore mis. Malheureusement, on en parlera, madame, messieurs, au courant de l'émission 10-12 le Zénith. La grande famille ce matin est là. Salamem Badiou, Bonbon Bengan Kandje, Dominique Audrey Oyengelek, Karine Santia absente, justement pour des raisons de santé. Elle nous retrouvera assurément dans les jours à venir et nous en profitons déjà pour lui souhaiter prompt rétablissement. Madame, messieurs, merci à vous de nous retrouver. Dans un instant, on parlera avec ce beau petit monde, ces belles familles que nous retrouvons fièrement pour cette nouvelle semaine. Et je commence avec vous, Salamem Badiou. Bonjour. Bonjour, monsieur Michel Ngachou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Que se passe-t-il dans le sud Cameroun? Trop de choses à découvrir. Mais toujours est-il qu'il y a eu un enfumage et de grossiers détournements dans l'ensemble des projets du sud Cameroun. À voir, à entendre, mais surtout à décrypter. Dans le cadre de 10-12 le Zénith, Salamem Badiou revient dans le long périple. Absolument, madame, monsieur, tenez-vous prêts. Il a des choses à nous dire ce matin. Bombok Bengan Kandje. Bombok, bonjour à vous. Bonjour, monsieur Ngachou Numba. Bonjour à vous, chers téléspectateurs. Et effectivement, Christian Toumi, le cardinal, a été libéré, mais le fond, lui, il restait toujours en captivité. Il nous rappelle que ce pont avait vu 2 de ses enfants assassinés par les Ambazoniens, lui-même chassé.
et notre chef traditionnel dans le sud-ouest a été assassiné. Au moment où le pouvoir public demande aux chefs, aux autorités traditionnelles de regagner leur localité, alors que la guerre ne fait que s'accroître, il n'y a pas de protection, mais parce qu'il faut sauver l'élection, ou alors les élections régionales que les séparatistes ne veulent pas voir. Quelle protection apporter aux autorités traditionnelles qui sont pourtant auxiliaires d'administration? Pourquoi l'administration publique camerounaise, je veux même dire nommément l'administration territoriale, laisse ses collaborateurs à la merci de toutes ces exactions-là? Des questions en même temps, bon, Bengan, qui méritent d'avoir des réponses. En tout cas, on en reparlera pendant l'émission. Madame, monsieur, n'oubliez pas également que ce week-end a été émaillé par l'élection de Joe Biden à la présidence de la République, si vous voulez, à la présidence américaine aujourd'hui. Joe Biden, qui a eu d'ailleurs un grand écart avec Donald Trump, qui jusqu'à présent ne reconnaît toujours pas sa défaite, ne reconnaît pas Joe Biden comme étant le 46e président des États-Unis. Les démocrates ont repris le pouvoir, les républicains sont aux abois. Comment comprendre ces élections qui sont émaillées de plein de tensions? Est-ce que d'ici le 20 janvier prochain, Joe Biden et Donald Trump se retrouveront-ils enfin pour une réelle passation du pouvoir? Madame, Monsieur, grand moment à vivre, non seulement à travers la politique mondiale et surtout le regard que le monde aura bien sûr aux États-Unis. Mais une question reste encore perceptible. S'il y a contestation des élections aux États-Unis, que va-t-on dire de la contestation des élections que nous avons au Cameroun depuis 2018? Que va-t-on dire du cas de la Côte d'Ivoire aujourd'hui? Que va-t-on dire du cas du Mali également? Que va-t-on dire du cas encore de la Guinée-Conakry? Que va-t-on dire du cas du Gabon? Des questions importantes. Finalement, y a-t-il eu fraude aux États-Unis ou pas? On en parlera aussi, on glissera un mot certainement ce matin. Allons saluer Dominique Audrey Oyengelek. Bonjour à vous Dominique. Bonjour Michel, bonjour aux téléspectateurs. Les États-Unis nous parlent notamment au niveau de la vice-présidence qui est assurée par une femme. Aujourd'hui, c'est une interpellation à l'adresse de toutes les femmes qui, pour la plupart, malheureusement, sont encore occupées à regarder le bulletin de paye de leur mari. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les femmes doivent avoir d'autres objectifs dans la vie, voilà. Voire encore plus grands. Voilà, Kamala, elle inspire. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. En tout cas, nous lui souhaitons beaucoup de courage, en espérant que dans les jours à venir, vous savez, en cas d'absence de Joe Biden, c'est qui prendra bien sûr la tête du pays. Voilà. Donc, on a quand même vu ce mouvement des Indiens, puisqu'elle est issue d'un père jamaïcain et d'une mère indienne. On a vu justement la Jamaïque se réjouir. L'Inde également s'est réjouie. Et ils se sont réjouis. Ils se sont réjouis. Et ils sont quoi là-bas? C'est le représentant. Quel représentant? Les gens ont dansé ici pour Obama. On leur disait que taisez-vous. C'est les Américains, ils n'ont rien à voir avec Ils n'ont rien à voir avec vous. En tout cas, on en parlera ce matin. Madame, Monsieur, merci. Vous connaissez les plateformes qui sont bien connues. En tout cas, 10-12, le Zénith, c'est sur Facebook. À travers les sujets qui seront évoqués ici. Laissez-nous vos commentaires et vos appréciations. Ou encore Equinox TV. Pour ceux qui nous regardent sur Facebook en live, n'oubliez pas, vous y allez, laissez-nous vos commentaires pour l'histoire du jour à l'instant, parce qu'en fait, Dominique Audrey a le micro. Oui, vous l'avez déjà. Heureusement que nous ne sommes pas le temps d'une soirée. Nous vous écoutons. C'est quoi l'histoire de ce matin? L'histoire de ce matin est particulière parce qu'elle nous vient de la Côte d'Ivoire. Et de ce côté-là, la jeune femme qui nous écrit nous dit qu'elle est âgée de 29 ans. Elle est âgée de 29 ans et aujourd'hui, elle a un enfant de 3 ans avec un homme qui, lui, a 34 ans. Malheureusement, les mois qui ont suivi la naissance de l'enfant, la relation n'a pas fonctionné du tout. Conséquence, le monsieur a choisi de s'en aller, de trouver une autre femme avec laquelle il a décidé de s'établir. Attends, on va rebobiner un tout petit peu, on revient un peu en arrière. Je parle trop vite. Oui, pour qu'on comprenne très bien. Oui, c'est une relation de pas longue durée, d'où a découlé la naissance d'un enfant. Après la naissance de l'enfant, quelques 6 mois après, il y avait incompatibilité d'humeur, ça ne donnait plus. Et le père de l'enfant est parti complètement. Il a abandonné la femme et les enfants et l'enfant et il a choisi d'aller s'établir ailleurs avec d'autres femmes, avec une autre femme. D'accord. Et la femme qui nous raconte l'histoire, la mère de l'enfant aujourd'hui, raconte qu'elle a tout fait pour qu'il revienne. Au téléphone,
La première étape, elle a essayé de parlementer, de le convaincre et tout. Il a refusé complètement de revenir. Puisque c'est un fonctionnaire là-bas, elle est allée à son lieu de service au ministère où il travaille. Elle a fait du bruit. Ils se sont bagarrés. Elle a cravaté. Elle a arrêté par le pantalon. En Côte d'Ivoire? Oui, en Côte d'Ivoire. Ouais. Elle a fait tout ce raffut-là autour de lui. Rien n'y a fait. Elle a fouillé et fouillé. Elle a fini par découvrir là où le monsieur habitait. Elle arrive dans le domicile du monsieur. Les jours où elle trouve que la porte est fermée, elle prend un bâton. Elle tape. Les jours où elle suppose qu'il est à l'intérieur avec une femme, elle tape jusqu'à ce qu'il ouvre. Elle fait les problèmes. Et un jour, elle est même allée jusqu'à molester une des filles qui était avec le père de son enfant dans la maison cette fois-là. Par jalousie? Ce monsieur a encore déménagé de ce quartier-là. Elle dit que de temps en temps, elle donne l'argent, mais celui-ci, il lui donne l'argent, mais celui-ci ne donne pas suffisamment parce qu'elle a donné un enfant et il doit s'occuper d'elle obligatoirement parce que à cause de lui, sa vie s'est arrêtée, elle a donné un enfant et tout. Donc pour elle, elle voudrait que cet homme s'occupe d'elle. Donc maintenant, comment procéder pour l'obliger à s'occuper d'elle et de l'enfant totalement? Donc son problème aujourd'hui, c'est de savoir qu'est-ce qu'elle doit poser comme acte parce que pour amener cet homme à s'occuper véritablement de l'enfant et de la femme qu'elle est. Voilà, donc elle estime qu'elle a tout perdu. À cause de lui, à cause de son enfant. À cause de son enfant. Et elle nous regarde la Côte d'Ivoire ce matin. On en profite pour saluer ceux qui nous regardent, bien sûr, à Cocody, 2 plateaux là-bas, au plateau d'Adjamé. On en profite également pour saluer ceux qui nous regardent à quelque part à Boaké également. Nous vous respectons, nous vous saluons. Merci à la Côte d'Ivoire de nous laisser ces messages et de prendre également le point de vue des Camerounais. D'ailleurs, l'Afrique, c'est l'Afrique qui gagne. Merci à vous là-bas en Côte d'Ivoire. Elle s'appelle comment? On ne donne pas son nom. On peut donner un nom d'emprunt. Je donne toujours des noms d'emprunt. On va la saluer. On l'appellera Mariam ce matin. Mariam. Okay. Voilà. OK? Mariam. Allez, merci à vous. C'est quand même une question importante. Et là, vous êtes la seule femme sur le plateau ce matin. On va tenter avec vous de comprendre. Hein? Lorsqu'on vit avec un homme, on fait un enfant avec un homme, on est porté par la violence, l'homme vous abandonne, il s'en va, vous trouvez quand même le courage de revenir par la suite, tout faire avec la violence pour amener celui-ci à s'occuper du bébé qu'il vous a laissé et la femme que vous êtes. Est-ce qu'on ne va pas dire à un moment donné que le propre que l'on jette sur les hommes, c'est vous le problème? Parce que là, on a tellement mis à mal l'homme qu'il a abandonné la mesure des parties. Oui. Que veulent les femmes de Nicotou? Bon, on dit souvent qu'elles-mêmes elles ne savent pas ce qu'elles veulent. Et aujourd'hui, moi, je suis d'accord avec cette assertion. Simplement, aujourd'hui, cette femme ne sait pas ce qu'elle veut. Malheureusement, on est dans une société qui a tellement torturé l'esprit des gens que les femmes sont plus occupées aujourd'hui à être belles qu'à être intelligentes. Qui a dit que lorsque vous faites un enfant avec un homme, il devient automatiquement obligé de s'occuper de cet enfant et de vous par la même occasion? Oui, on va m'insulter, vous savez, j'ai l'habitude. Je consomme du lait. Non, on n'en est pas parce là, que mes positions, parce que mes positions sont incomprises. Donc, les femmes aujourd'hui, malheureusement, pensent que lorsque vous vous mettez avec un homme, ça devient une prise en charge. Non. Non, non et non. On devient des partenaires. Et lorsqu'on parle de partenariat, chacun a sa part à donner. Si vous faites un enfant avec un homme, c'est votre enfant également. Donc, si le père n'est pas là, votre enfant ne mange pas parce qu'il n'a pas donné l'argent. Votre enfant ne va pas à l'école parce qu'il n'a pas donné l'argent. Vous ne soignez pas votre fils, vous n'habillez pas votre fils parce que le père de l'enfant n'a pas donné d'argent. Les femmes doivent travailler. La société d'aujourd'hui, vraiment, ne peut pas évoluer vers une certaine émergence tant qu'on a encore des femmes qui pensent qu'on n'existe que parce qu'il y a un homme devant qui va nous donner l'argent des allumettes. Ouais. Non, non, on ne peut pas. Donc maintenant, aller casser les portes, faire du bruit à son lieu de service, le fait même d'abord d'aller faire du bruit là où il travaille, fait déjà que cet homme ne viendra plus jamais avec vous. Parce que vous avez sali son image. Vous l'avez sali devant ses collègues, vous l'avez sali devant les personnes qui avaient du respect pour lui. Donc, à ce niveau, il n'y a plus moyen qu'il se remette avec lui. Et maintenant, agir comme ça donne l'impression que cette femme est désespérée. À 29 ans, un enfant de 3 ans, vous avez la possibilité de commencer à vivre.
Il y a des femmes qui commencent là, vous vous adressez à la maman, c'est ça? Oui, jusqu'ici, ce n'est qu'à elle que je m'adresse. Très bien. Parce qu'on ne peut pas pouvoir encourager ou sauver une femme qui se comporte de cette façon. Non. Elle ne peut pas aller faire le bruit là où le monsieur loue. Elle ne peut pas aller faire le bruit là où il travaille. Il y a d'autres moyens. Donc, votre enfant, c'est le vôtre. Supposez que le père est mort. Donc, trouvez-vous quelque chose à faire et nourrissez votre enfant. Occupez-vous de votre enfant. Les femmes qui ne travaillent pas, malheureusement, ne sont pas respectées. Mais est-ce qu'à un moment donné, ce n'est pas parce qu'elles se disent, bah écoutez, je ne trouve pas de boulot, je ne vais pas faire des petits métiers parce que ça va me réduire. Est-ce que ce n'est pas un complexe que parfois quelques femmes peuvent avoir en elles, au point de se dire, même si j'ai un enfant, je dois tout faire pour que ce soit le papa de cet enfant qui s'en occupe, parce qu'elle minimise le petit travail, la petite opportunité qu'il lui a donnée? C'est la société qui fait qu'aujourd'hui, on est obligé d'évoluer par rapport aux préjugés. Malheureusement, aujourd'hui, on a une société qui est tellement frustrante, tellement stigmatisante que vous allez voir des gens qui n'arrivent pas à respecter un monsieur qui fait la cordonnerie. Est-ce que c'est normal? Les gens vont trouver que c'est réducteur d'avoir un mari qui se retrouve sur une moto. Ce n'est pas réducteur. Lorsqu'on décide de laisser la honte prendre le dessus sur ce qu'on est à même de faire, sur ce qu'on fait pour pouvoir vivre dignement, on perd donc justement sa dignité. Une fille qui va vous dire que moi je ne peux pas vendre la banane. Vraiment, quand elle va passer, on va me voir, non, j'aurai trop honte. Elle sera prompte à devenir ce qu'on appelle chez nous le matelas du quartier. Chez elle, elle va s'envoyer en l'air, il va donner 200, l'autre va donner 1000 francs. Et après, elle va venir se gargariser dans la rue d'être la plus belle, la mieux habillée et tout. Pourtant, on sait que ce sera la sueur de ses fesses. Dominique Audrey Oyengalek, très amère, très dure avec les femmes ce matin, dans l'espoir que les femmes... Elles vous répondront, hein, ne vous en faites pas. Je sais déjà. Ouais, de toutes les façons. Et là, toi, tout à l'heure, on va les lire sur la toile et elles sauront comment justement s'y prendre. Alors, Charles Amembadjou, c'est quand même une histoire ce matin, on va peut-être pas dire qu'elle est particulière parce qu'on a nos sœurs dans des quartiers aujourd'hui qui choisissent délibérément de ne rien faire et de déverser toutes les responsabilités qui sont les leurs sur les hommes avec qui elles ont soit fait un enfant ou avec qui elles vivent. Le cas de cette femme quand même qui nous écrit de la Côte d'Ivoire est assez illustratif de quelques réalités que nous aussi avons au Cameroun. Qu'est-ce que vous en dites ce matin? Vous savez, M. Michel Ngatiou, les femmes se contentent d'organiser les cérémonies de mariage plutôt que le mariage. La première faute, c'est aux parents. Responsabilité parentale. Première chose, oui. Responsabilité parentale. Et pire même encore, celle de la maman. L'éducation de la femme, de la jeune fille, est tout ce qu'il y a de plus sacré. La réussite d'une famille commence par l'explosion, l'émancipation de la jeune fille et de la femme. Lorsqu'on arrive, on dit, regardez cette famille, la maman là n'a fait que de belles filles, des filles instruites. On les pointe du doigt au quartier lorsqu'elles passent, M. Michel Ngatiou. L'éducation de la jeune fille au mariage commence avec la façon avec laquelle elle parle à ses frères, fut-il petit frère, fut-il grand frère. On lui dit, madame, tu te dois de respecter ton frère. Même si ce n'était pas ton frère, c'est un homme. Apprends à le respecter, parce que s'il se fâche, tu ne pourras pas le supporter. Ferme ta bouche, on ne parle pas comme ça. Alors, voilà l'éducation qu'on donne à la jeune fille. Des prérequis pour la petite non, famille. Ce n'est pas des prérequis, monsieur. Ça, c'est chez vous dans le monde occidentalisé. C'est ce qui doit être. Ne t'assieds pas là. Assieds-toi là-bas. Lorsque les parents sont assis, on dit à la femme, assieds-toi là. On la prépare à avoir sa place dans le foyer. Vous êtes parfois assis, le père est en train de causer avec son fils. La fille vient, elle se jette sur le canapé. Ce n'est pas sa place, monsieur Michel Ngatiou. On lui dit, tu te lèves et tu vas t'asseoir là-bas. On devrait enseigner à la fille à s'asseoir plus sur le banc que sur le fauteuil, parce qu'elle passera toute sa vie à la cuisine, à préparer pour son mari. On éduque sa jeune fille. Alors voilà donc une fille dont l'éducation a loupé,
Certainement, elle insultait ses grands frères, comme on voit plein de jeunes filles au quartier. Dis donc, fiche-moi le camp, va m'attendre chez toi. Vous voyez des sœurs qui n'ont pas la décence de respecter leurs frères, monsieur Michel Gacho. Si déjà tu ne parviens pas à respecter ton frère, qui est-ce que tu respecteras? Vous vous rendez compte qu'elle sort de là, elle décide d'aller à son lieu de service. Et là, c'est une habitude que beaucoup de jeunes filles, des filles écervelées, je dis bien écervelées, je pèse mon mot, des filles écervelées, ont pris au Cameroun, elles ont pris cette latitude au Cameroun. Non, quand ça ne va pas, elle t'appelle, elle t'envoie le message que attends-moi, tu vas me voir à ton lieu de service, attends-moi, je vais venir rencontrer ton patron, attends-moi. Ça, c'est des attitudes, il n'y a pas que la Côte d'Ivoire. On a des spécialistes en ça, monsieur Michel Gacho. Vous avez des filles avec qui vous commencez à te dire que comme on commence, sache que c'est moi qui vais mettre un thème. Mais commencez à vous préparer. Alors, quand une fille débarque déjà dans le lieu de service d'un gars pour dire à son patron, ce gars est irresponsable, ce gars c'est un vaurien, ce gars parfois déclencher des bagarres, mais quelle vie pouvez-vous construire avec ce genre de femme? Quelle vie, quel avenir pouvez-vous avoir? Il est dit et il est clair, monsieur Michel Gacho, que là où travaille votre femme, ne passe. Je dis même si votre femme travaille à la rue Foch, au trot, vous êtes sur le boulevard de la République, monsieur Michel Gacho. C'est là où vous passez, vous ne passez pas là où votre femme travaille. Il est strictement interdit. Laissez la femme s'épanouir dans son lieu de service. Qu'une femme débarque sans que ce ne soit vous qui l'avez appelé, sans que ce ne soit vous qui l'avez interpellé, c'est grave. Mais dans l'histoire, la femme va plus loin parce que... Je continue, je n'ai pas fini. Malgré les différentes locations je n'ai pas fini. Non, je n'ai pas fini. Monsieur Michel Gacho, vous avez des filles à Douala. Vous draguez la fille lundi. Quand vous vous séparez, vous montez sur la moto. Elle dit au Bensikina qu'attends qu'il s'avance d'abord, laissez pas, on va le suivre. Où elle arrive, elle tourne à un carrefour, elle se met à vous suivre. On en connaît des femmes qui épient des hommes mariés, qui épient des messieurs. Elle dit, je veux connaître là où le type s'y habite. Il m'a dit un truc, elle est derrière la moto. Un, deux. Elle vous voit entrer, elle rentre. Le jour que vous avez le moindre pour vous faire un texto, tu crois que tu es trop caché. N'est-ce pas à côté de ta maison, il y a un bar. D'ailleurs, je suis même assis dans ce bar, je suis en train de boire. Vous sortez, vous la trouvez. Tu as fait comment pour être ici? C'est devenu des ninjas, des inspecteurs Colombo qui vous suivent. Ce n'est plus l'amour. C'est des jeunes filles qui ont raté, je dis bien raté. Et ce genre de filles, vous allez vous rendre compte, elles sont la malédiction de leur famille, la malédiction de la société. On peut rattraper ça là même. Vous savez, le mot malédiction peut quand même être fort. Monsieur Michel Gacho, on peut prendre conscience. Vous n'avez pas encore bu, monsieur Michel Gacho. Je vous dis que vous n'avez pas encore bu avec une fille que vous estimez, que vous aimez. Vous posez un acte parce que vous avez regardé une jeune fille après une bouteille casse. Si, on a eu des cas pareils. Et vous avez continué? Non, du tout. Et pourquoi vous dites que vous pouvez l'attraper? Justement, moi, la question que je pose, c'est elle peut prendre conscience justement de ses méfaits, de ses agissements qui sont inacceptables, au point quand même de se dire, attention, je suis rejeté par tous. Qu'est-ce qu'on fait pour rattraper ce genre de femme? Elle est déjà maudite, monsieur Michel Gacho. Je vous dis, elle est déjà maudite. Pourquoi je vais vous le dire? Ce n'est pas son premier homme avec qui elle bagarre. On ne se découvre pas Cassius Clay, monsieur Michel Gacho. Il y a des filles avec qui vous causez et te disent que, hey, est-ce que moi on me fait ça? Un gars, je le tape et je tape bien. Vous avez des femmes qui tapent les hommes? Bien sûr. Oui, qui tapent les hommes. Et on les connaît dans les quartiers. Que celle-là, quand tu arrives, un gars arrive et on dit que, gars, tu es fort. Hein? Non, si tu avais notre soeur là, tu es fort. Un jour, vous perdez sur la table ou tu commets l'erreur, elle te rose copieusement. Mais ce genre de femme, vous allez vous rendre compte qu'elle finisse toujours seule. Soit elle accepte une victime, une victime qui décide d'aller souffrir à l'hôtel, il se fait tabasser chaque jour, et il est content, et il est heureux. Vous avez des hommes comme ça, il accepte qu'on le tabasse et il vit, il est tranquille. Voilà, peut-être il y en a qui aiment bien la violence. Elle a déjà frustré ce monsieur. Elle a frustré l'entourage de ce monsieur. Ce monsieur, je devais lui dire, un jour tu dors avec cette femme, elle pourra te tuer sur ton lit. Donc autant mieux t'éloigner de ce genre de femme. Laisse-la avec sa malchance. Qu'on parte la laver sur la scène, monsieur. Allez, on l'a prévenu ce matin que nous saluons tous les Ivoiriens qui nous regardent. Ceux qui sont à Adjamé, ceux qui sont à Cocody, ceux qui sont à Bouaké, ceux qui sont à Yamoussoukro. D'ailleurs, on le sait, ces derniers jours, les élections présidentielles ont eu cours là-bas et le président Ouattara a rempilé, même si c'est contesté. En
tout cas, clin d'œil à la Côte d'Ivoire, frère au Cameroun. Bonbon Bengan, on parle peut-être de la Côte d'Ivoire sur cette question, sur cette sœur ivoirienne qui nous envoie son histoire sur 10 ou le Zénith. Dire que ça semble être généralisé aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on doit faire pour que nos sœurs se marient à temps? Parce qu'à un moment donné, non, ça dit que peut-être rentrer dans l'école du mariage normalement. Qu'est-ce qu'on fait pour introduire, pour enseigner à la femme les rudiments du mariage dès la sortie du ventre pour qu'elle ne tombe pas dans des travails comme celle de la Côte d'Ivoire nous ramène ce matin? En Côte d'Ivoire, c'est l'Afrique de l'Ouest. Oui. Je vais commencer par la Grande Royale, qui justement était de l'Afrique de l'Ouest. Qu'est-ce qu'elle a dit aux femmes? Est-ce que sa prestance, ses sorties, dit quelque chose aux femmes? J'ai dit non. La génération d'aujourd'hui pense que le monde commence et se termine avec elle. C'est ça qui bouleverse tout. À peine une fille commence-t-elle à lire Kouakou, parce que nous sommes en Côte d'Ivoire, c'est là où on disait Kouakou. Le magazine. Voilà, elle va critiquer les orientations que sa maman lui donne, des orientations qu'elle ne comprend même pas. Mais elle va critiquer. Elles ont des propos du genre, maman, c'est votre nation, hein. Moi, hein, quand j'aurai des hommes, elle ne sait même pas encore se laver. Elle commence à le dire. Or, la Grande Royale leur a dit des choses que la femme, lorsque la femme parle, tout le monde écoute. Mais pour qu'elle puisse donc parler, que tout le monde écoute, il faut faire comme ça, la mère a dit, tu entres à l'éducation, tu apprends. Mais quand elle est apprise, elles ne veulent pas apprendre, elles ont tout su. La maman qui enseigne à l'enfant a-t-elle bien aussi assimilé ces enseignements pour mieux les redonner? Poser le problème comme ça, c'est mal posé. Ça veut dire qu'en fait, vous créez le problème des rivalités. L'Afrique ne vit pas dans les rivalités parents-enfants. L'Afrique vit dans la transmission. Oui. Et comme nous sommes en Côte d'Ivoire, voilà ce que Bernard Bédadi a dit, quelque part. Le travail, et après le travail, l'indépendance, mon enfant, n'être à la charge de personne, telle doit être la devise de votre génération. Le travail, et après le travail, l'indépendance, mon enfant, n'être à la charge de personne, telle doit être la devise de votre génération. Bernard Bédadi. Ouais. Pour le cas précis, si cette femme estime qu'elle ne peut pas aller en mariage, mais elle a besoin d'assumer sa maternité, c'est tout à fait normal. Qu'elle assume la maternité et elle reste avec son enfant. Mais elle chasse l'homme parce que c'est elle qui a chassé cet homme. Pas des bastonnades. Je pense quand même qu'il existe une association voilà, en Côte d'Ivoire comme au Cameroun, une association ivoirienne des violences faites aux hommes. Voilà, il faut en créer. Parce que cet homme, s'il nous écoute, qu'il crée une association, nous on est prêts à lui apporter des sollicitudes. Il y en a au Cameroun, je suis membre. J'ai même demandé qu'on m'installe responsable régional pour le littoral. Donc vous êtes bastonné? Non, pas moi. Non, mais une femme ne parle pas fort. Une femme va faire comment pour me dominer? Mais en réalité, j'ai beaucoup d'enfants qui souffrent de ça. Ouais. Tu es là, tu travailles, tu tombes amoureux d'une fille, comme c'est le cas de l'histoire du jour. Vous êtes un enfant. Mais la femme, d'abord, elle ne sait pas ce qu'elle veut. Comme disait Charles Lamel ici, quand tu portes un sac de fourmis, tu formes un sac de fourmis maniant. Certaines femmes sont des sacs de fourmis maniant. Et tu dis, bon, tous les mois, j'ai besoin que tu me donnes 20 000 francs CFA. Tu lui donnes les 20 000. J'ai besoin que tu fais. Après, elle va toujours trouver quelque chose. Et voilà, donc, elle vient même imaginer une femme qui vient taper sur son homme, son bonhomme, au lieu de travail. Vous pouvez imaginer ce que cet homme a subi à la maison? Non, essayez d'imaginer. Elle n'a pas peur de l'environnement, ça veut dire qu'à la maison, l'homme là ne parlait pas. Alors, est-ce que l'enfant, justement, qui découle de cette union, de cette relation, n'est pas mal barré également du point de vue éducatif? Parce que la question que je posais tout à l'heure sur la maman qui est censée retransmettre, est-ce que la maman a suffisamment compris les valeurs du mariage pour suffisamment aussi en donner aux enfants par la suite, ou ça va se jouer sur une question d'expérience de vie, je sais pas,
la somme de tout ce qu'on aura fait, ça peut nous payer. Est-ce que ça, c'est géré comme ça? Je suis convaincu que cette fille n'écoutait pas ses parents. C'est le genre d'enfant qui n'écoutait pas sa maman, qui les avait dépassés, comme on dit. Et la maman, ils ont souvent une parole, en fait, de malédiction, mais ils prononcent ça sous la forme de bénédiction. Ma fille, je voudrais que tu aies aussi des enfants. Pour comprendre. Je vais voir, il faudrait que tu aies des enfants. Tout à fait. Et tu rencontres les hommes de la vie. Donc, et les filles ne comprennent pas ça, véritablement. Je cite encore Bernard Bédadier, pour terminer, pour qu'elles comprennent vite, parce que nous sommes là en Côte d'Ivoire, dit, c'est pendant ta jeunesse que tu dois planter un arbre pour se coucher, profiter de son ombre pendant ta vieillesse. Donc, cet enfant ne comprend pas. Et quand vous ne vous référez donc pas aux aînés, à votre maman, vous êtes foutu. Vous êtes foutu complètement. Donc ici, oui, cet enfant qui est né, c'est son malheur. Bon, mais je dirais qu'il faudrait seulement que l'homme se dise que, ou bien souhaite même, qu'on vienne lui abandonner cet enfant. Oui. Oui, moi je souhaite. Il y a aussi, il y a un homme qui est un peu rusé en disant, bon, j'ai fait un enfant, sa maman n'a pas voulu qu'on soit ensemble, mais mon enfant ne vit pas bien. Je fais comment? Tu cherches les subterfuges pour que, en fait, tu peux même monter la copine de sa fille, tu lui dis, va laisser cet enfant de cet homme. Donc cet homme doit susciter des hypothèses telles que cet enfant lui soit donné. Très bien. Charles Abem Bachou, la question de la femme qui travaille quand même, parce que lorsqu'une femme a au moins une insertion sociale, même si elle ne gagne pas grand-chose, ça lui donne quand même d'avoir aussi son autorité de femme, non? Sa personnalité, non? Pour ne pas toujours être là, à avoir la main tendue, à demander, à... Voilà. Monsieur Michel, mon père, qui tenait cela de son grand-père, et son grand-père de son grand-père, du grand-père du grand-père, parce que ça va la transmission, la transmission disait que la femme qui se plaint d'être oisive est une mauvaise femme et par conséquent devrait être accompagnée hors du village. Monsieur Michel, regardez une femme qui est à la maison, elle a le temps à quel moment? Nettoyer le sol, aller au marché, rentrer, s'occuper de sa cuisine, laver les vêtements de son mari, repasser, laver pour l'enfant, aménager, s'occuper de la chambre, sortir, désherber la cour. Elle a le temps à quel moment, monsieur Michel? Vous avez beaucoup de filles aujourd'hui. Ces filles n'ont qu'une seule chose dans la tête. Elles ont basé le mariage sur le sexe. Elles ont transformé leur mari en le cousin. Matin, midi, soir, elles vous transforment en le cousin. Permettez-moi, monsieur Michel Bachou. Elles ont basé le sexe comme étant le déterminant sur lequel elles vont conquérir leur mari avec les téléphones portables qu'elles contrôlent. Non. La femme qui a... Vous voulez vous marier, prenez possession de la maison de votre copain. On n'a pas besoin d'arriver vous demander. Quand vous voyez une femme qui entre chez vous, vous demandez où est le balai. C'est la femme là que vous voulez poser? Où est le balai, monsieur Michel Ngachou? Ben, si on rentre chez vous et que vous avez acheté le balai... Non, monsieur Michel Ngachou. La seule chose avec laquelle la femme entre dans une maison, c'est le balai et c'est la serpillière. Donc en entrant chez moi, elle amènera son balai, sa serpillière. Elle ramènera son balai, sa serpillière et elle aura un endroit où elle va déposer. Dominique vous regarde. Celle d'aujourd'hui vient avec deux robes. Elle accroche une serviette. Deux robes, une serviette. Elle accroche une là et elle croise les pieds de lit. Vous allez vous rendre compte que des gens vivent. Non, bon, sang, j'en suis. Vous n'avez quand même pas dit que les femmes viennent dans les maisons. Oui, la plupart d'entre elles aujourd'hui, elles pensent que prendre possession de la maison, c'est venir avec deux robes. Et voilà. Et une serviette. Vous avez dit sur le plateau que pour posséder une maison, il faut brûler la... Donc, monsieur Michel, donc vous vous rendez compte qu'elle arrive, elle est touriste, elle est au salon, elle finit de manger, c'est à peine si elle peut laver l'assiette, elle prend l'assiette, elle pose l'assiette, elle arrête la télécommande. Mais cet homme a tout vu avant de fuir. Il a tout vu. Quand vous avez une femme qui sait tenir la maison, monsieur Michel Ngachou, une jeune fille qui sait tenir, lorsque vous sortez même en disant que gars, on va sortir, voici ma nouvelle, on dit que gars, non, ne fais pas l'erreur là. Celle-là que j'ai vu comment elle tient ta maison, c'est ça la femme. Alors les jeunes filles s'intéressent à toute autre chose, sauf à celui véritablement du mariage. Qui reviennent aux fondamentaux. Allez nuit ce gars.
Une femme débarque comme ça, vous la frappez bien. N'ayez pas pitié d'elle. Non, Monsieur non, Michel non, Ngachou. non, monsieur Mbachou. Monsieur Michel Non, monsieur Ngachou. Mbachou. Non, Monsieur Michel. Monsieur Mbachou. C'est de votre devoir de modérateur. Oui, mais c'est de votre devoir de modérer. Écoutez, mais permettez-nous. ne laisse pas le dire quand même. Permettez-nous. Charles, Une femme qui débarque à votre lieu de service. Vous voyez comment vous êtes élégant ce matin. Merci. Imaginez qu'avant de monter à 6h ou à 9h sur ce plateau, on vous a attrapé, on vous a cravaté, déchiré votre vêtement. Vous allez faire comment pour rentrer à Yatika là où vous êtes? Cassez vos lunettes. Vous allez abandonner l'émission pour aller vous changer? Donc, Vous allez marcher avec les habits de l'état? C'est Bastonnet qui va résoudre quoi? Oui, ça règle. Ça règle là? Battre le fer quand il est chaud. Charles, même Mbachou. Donc les femmes doivent tenir en disant que... Et c'est violer. C'est violer même l'espace public. Le patron peut porter plainte. Ça peut faire l'objet d'un renvoi pour vous. Oui, monsieur Michel Ngachou. S'il faut que les femmes le sachent, ça peut faire l'objet d'un renvoi, être venu créer le désordre, s'aimer le désordre dans l'entreprise. Très bien. Allez, on va pas frapper, hein, Inch'Allah, on va pas frapper. On va toujours trouver tous les voies et moyens justement pour résoudre, je vais dire pacifiquement, ces situations-là. Merci à vous, madame, messieurs. Dans un moment, on vous lira, mais tout de suite, la colère. Je m'interroge ce jour sur la question des détournements de fonds alloués dans les projets infrastructurels de ce pays, cas du Sud Cameroun. Voilà l'usine de transformation de manioc de Sangmelima. Voilà l'usine. Aujourd'hui, toutes les machines sont grippées, abandonnées. Pourtant, ce projet a coûté des milliards de francs CFA à l'État du Cameroun pour le développement du Sud. Plus personne n'y entre pour transformer le manioc tel que c'était prévu. Voilà les salles. Comment comprendre que l'ensemble des projets alloués pour le développement du Sud Cameroun se retrouvent dans l'eau pour la plupart, cas du marché de Sangmelima, qui a coûté 4 milliards et demi, qui se trouve aujourd'hui dans la broussaille, que sont devenus l'hôtel du Comice, fini, mais à moitié, les cases de passage, le complexe agro-industriel prévu sur 17 800 mètres carrés, la mise en place d'une unité de production d'engrais, la mise en activité de l'usine de montage des machines agricoles, la réhabilitation des fermes sémencières, la réforme foncière visant à répondre aux exigences de l'agriculture de seconde génération avec première phase d'implémentation, la région du Sud Cameroun. Qu'est devenue l'ouverture de la Banque agricole et de la Banque des petites et moyennes entreprises et industries pour le renforcement du dispositif de financement des activités rurales, la réalisation des routes bitumées annoncé par le chef de l'État lors de son discours d'ouverture du Comice de Bolova. Une note circule depuis longtemps sur les réseaux sociaux au sujet de la route d'Akom, qui devrait être livrée depuis et dont beaucoup de milliards ont été dépensés. Beaucoup doit couler sous les ponts, mais certains projets n'ont pas évolué dans le sud de Cameroun. Comment comprendre qu'à ce jour, l'usine de montage des engins se retrouve dans la broussaille avec plus de 996 tracteurs abandonnés? Pourtant, il s'agissait tout simplement de construire un hangar pour rassembler les pièces venues de l'Inde. Rien n'a évolué, sinon la broussaille qui prend le dessus sur quelques machines rescapées qui s'y trouvent encore. Voilà le marché de Sangmelima, un marché ultra moderne qui se trouve aujourd'hui dans la broussaille. Voilà Sangmelima. Nombreux sont les ministres qui sont pourtant partis, repartis à Bolova ces derniers temps en évitant soigneusement dans les conversations de renouveler non seulement le souvenir de cette usine, mais encore de ce marché de Sangmelima. Comment comprendre que l'usine de production d'engrais n'est toujours pas opérationnelle, prévue pour être construite à hauteur de 1250 milliards, avec pour ambition de produire annuellement 600 000 tonnes d'ammoniac et 700 000 tonnes d'urée pour le marché national et l'exportation? Ce projet porté par une entreprise allemande a vu sa matérialisation prendre un énorme retard
à cause du changement des investisseurs. Le projet du Sud Cameroun sont devenus au fil du temps des éléphants blancs. Les voies de contournement, l'électrification de la ville, l'adduction en eau potable, la construction des monuments, des stèles, des cases de passage et l'hôtel sont restés lettres mortes. Pourtant, les fonds ont été décaissés pour la cause. On parle là-bas des conditions météorologiques, lenteur des procédures administratives, retard de paiement, absence de rigueur dans le suivi des travaux, décaissement fantaisiste, irresponsabilité de certains prestataires et tout y quanti. Il aura fallu attendre 9 ans et 6 milliards pour achever l'hôtel du comice à Ebolova. Voilà les tracteurs dans le sud. Il aura fallu attendre 7 ans et 3 milliards de plus au lieu de 18 mois pour livrer l'hôpital de référence de Saint-Mélima. On est à 5 ans de retard et 10 milliards de décaissement du budget initial pour la centrale hydroélectrique de Mékine qui n'est toujours pas livrée. Parti d'un capital initial de 500 millions, la société Mékine Hydroélectrique, créée le 18 octobre 2010, fonctionne aujourd'hui avec 7,5 milliards en dehors du capital social qui a été multiplié par 15 en 10 ans. Voilà le barrage qu'on attendait, qui n'a pas permis ou qui ne permet pas aux populations de vivre tranquillement leur vie. Il ne produit pas encore des effets. Savez-vous que le barrage de Mambélé, la mise en service prévue pour le 31 décembre 2020, risquera d'être un flop? Comment comprendre que 8 ans après la pose de la première pierre, les travaux de construction de la ligne de transport d'électricité entre Niabizan ont été ralentis du fait que les populations de Simalène qui s'opposaient à la construction des pylônes dans la localité de Kolzok à cause d'une affaire d'indemnisation ont dit niet. Comment comprendre qu'il aura fallu 8 ans pour construire l'hôpital de référence de Bolova? Le projet a connu une rallonge budgétaire de 3 milliards. De 12 initialement prévus, on est passé à 15 milliards de francs CFA. Cet hôpital de référence compte 12 pavillons présidentiels, un héliport, des dizaines de résidences de fonction, etc. 5 ans après, faites un tour à l'hôpital, vous allez voir que l'hôpital est devenu un cimetière, charge d'entretien lourde, faible fréquentation chronique de patients, le plateau technique non utilisé est devenu vétuste, plusieurs équipements hors service et Néo qui choisit ses jours pour alimenter un hôpital qui a coûté 15 milliards de francs CFA sans générateur électrique. Allez voir le marché de Saint-Mélima, inauguré le 8 novembre 2019 par le ministre de la décentralisation et du développement local. Ce marché a coûté 4 milliards de francs CFA. Si la régie peut nous permettre de voir les images de ce marché, le marché moderne de Saint-Mélima, dans le Dja et Lobo, inauguré depuis 1 an, reste fermé et abandonné dans la broussaille au grand désarroi des commerçants et des populations à qui il était pourtant destiné. Ainsi va la République, ainsi se porte ce pays. On a orienté la majeure partie des travaux dans le sud du Cameroun. On a orienté la majeure partie des budgets pour le développement, on va le dire, du sud Cameroun, mais rendu à ce jour, ce n'est qu'un grand flop. Rendu à ce jour, ce n'est qu'un grand flop parce que dans le sud, tout ce qui a été fait, cet argent, au lieu de servir les intérêts de la République et de la région, ont plutôt servi d'autres intérêts, des poches des personnes, parce que rien, mais alors rien n'a démarré. Colère de Charlemagne Bathiou ce matin, madame, messieurs. Colère exprimée. Et nous saluons d'ailleurs tous les Camerounais, oui, qui nous regardent ce matin dans le sud Cameroun. Soyez les bienvenus, vous êtes chez vous ici, nous sommes chez nous au Cameroun et ensemble, on va comprendre en réalité ce qui se passe au sud. Le sud qui est d'ailleurs, comme le disait de son temps, avant son décès, le feu Charles Ateba est né, le pays organisateur. Pays organisateur, qu'est-ce qui reste du sud? Au moment où beaucoup pensent qu'ils ont tenu le pouvoir pendant 38 ans et aujourd'hui, serait-il en train de le perdre, ce pouvoir-là? Quand-il bénéficie, on va dire, bénéficie bien sûr pour les populations de ce côté, est-ce que pour beaucoup aussi, on est en droit quand même de dire que
Finalement, on a été avec X, mais on n'a rien apporté. Qui gère l'argent pour les communautés? Qui gère l'argent pour le bien, justement, du Sud ou du Grand Sud aujourd'hui? Des questions qui sont quand même à se poser, mais des réponses aussi. Qui aime le Cameroun mieux que l'autre, en tout cas? La colère exprimée ce matin, madame, monsieur Charles Amemba, tu l'as très bien fait. Et Mbombo Bengan Kandji, vous aussi, vous dites qu'il est important d'avoir une appréciation sur cette colère ce matin et interpeller les Camerounais, fils du Sud, sur la gestion de tous ces projets qui sont en lambeaux aujourd'hui, quasiment inexistants, pour le moins, on va le dire ainsi. Justement, lorsque Charles Ateba est né, de glorieuses mémoires, parlait des paradoxes du pays organisateur, il disait effectivement, lorsque le président Biya ne sera plus là, que diront les élites du Sud? Le problème qui se pose, c'est j'allais dire, à deux niveaux, mais ces niveaux, j'allais dire, sont tellement entrelacés qu'il est difficile de les dissocier. Il y a ce qu'on appelle le développement communautaire. Vous voyez, le même problème se pose avec Bafoussam et Fumban. Vous voyez, quand les élites s'affrontent, même les institutions de la République sont bloquées. Et je pense que Charles Lamel nous avait fait état de ces stades, Bafoussam, qu'on a déplacés dans des toquettes, qui n'arrivent pas à voir le jour. C'est la même chose. Il y a une lutte effrénée, je dis bien lutte effrénée entre les élites originaires de la villa de Bordement et ceux originaires du Djaïlobo. Voilà la guerre, c'est cette guerre-là. Et les caméras ne sont pas arrivées à Meyomessala pour des besoins de sécurité, parce qu'on aurait pensé qu'on est là-bas. Il y a aussi un marché abandonné à Meyomessala qui a coûté des centaines de millions au FECOM, donc aux contribuables camerounais. Là le problème. Maintenant, il fallait savoir une seule chose, c'est que les élites n'ont pas vocation à développer les localités. On ne compte pas sur les élites, on compte sur les institutions de l'État. Nous autres, lorsque le président Paul Biya avait changé la constitution en 2008, il avait signé un décret qui disait que les sous-préfets, les préfets, les gouverneurs sont ses représentants. Dont représente l'État, représente le gouvernement, bien qu'il ne les représente pas. Nous avons dit que c'était les incongruités de la République. On pensait également que comme il veut revenir, peut-être cette fois-ci, les tournées de prise de contact, parce qu'ils ont deux tournées quand ils sont affectés, ces autorités administratives-là, il y a d'abord une tournée de prise de contact et il y a une tournée économique. Donc, peut-être qu'on va lui transmettre directement, comme ils ont l'habitude de dire, nous transmettrons acquis des droits. Oui. Bon, peut-être veut-il corriger quelque chose qu'il n'a pas fait, ou alors qu'il a détruit. Pendant cette année, il pourrait le corriger en sollicitant les suffrages. Rien n'a été fait. Alors, quand on parle du Sud, bon, effectivement, dans tout ce que vous donnez comme élément, c'est tellement pertinent qu'on se dit quand même, on va peut-être prendre un exemple simple. En dehors des entreprises dont Charles Amé faisait vocation à l'instant, expérience personnelle, partie de 100 mm pour Djoum, je ne sais pas si entre-temps la route a été faite là-bas, mais sans sérieux, bon, est-ce que vous savez quand même qu'il n'y a pas d'accès, les routes ne sont pas praticables de ce côté. Et pourtant, on est ce qu'on appelle le pays organisateur. Tout à fait. Je vais souvent à Foulassi. En Foulassi. Foulassi, oui. Où on a composé l'hymne national. Voilà, composé le chant de ralliement. Je ne sais pas si c'est l'hymne national. Moi, je parle de chant de ralliement. Je vais à Foulassi, je vais à Djoum, je vais à Bengbis, régulièrement, parce que nous, lorsque nous avons des assemblées des autorités traditionnelles, lorsqu'on va rencontrer les Zoumlo et tout, on va là où ils sont. Donc, il n'y a pas de vie là-bas. Il n'y a pas de vie. Dans le Sud. Il y en a, justement. Et moi, je me vertue toujours à leur dire qu'en fait, le problème, c'est parce que nous avons pensé que les élites développaient le pays. On s'approche aux élites. Or, les élites vont procéder à l'inceste politique. Parce qu'il faudrait peut-être le dire aussi. Le concept d'élite, là, est né justement au 19e siècle en Europe.
lorsque la bourgeoisie a renversé l'aristocratie du pouvoir, la même bourgeoisie était menacée par la masse ouvrière, la classe ouvrière qui était imbue des idées marxistes. Ils avaient peur de perdre le pouvoir au profit de ce que Marx appelait les prolétaires. Ils ont donc créé ça, ces deux sociologues italiens, Wilfriedi Pareto et Gaetano Mosca. Ils ont créé ce concept pour dire « Ah, la masse ne réfléchit pas. Doit y avoir des élites, des personnes qui réfléchissent pour la masse. » Et ça, justement, c'est ancré dans les populations au point où aujourd'hui, vous vous réveillez. Et on oublie donc que même dans l'élite, il y a ceux qui sont du privé. Par exemple, Fotso, le Victor Fotso, voilà ça. C'était un enfant. On ne peut pas considérer Victor Fotso comme une élite. C'est un enfant du pays. C'est comme ça que je veux. Ça veut dire qu'il sait qu'il est né pour porter la famille, pour porter son environnement. Or, vous, dans votre jargon occidentalisé, vous l'appelez élite. Il n'est pas élite. Il n'est pas élite parce que ça n'a rien à voir avec. Or, on a des gens comme ça. Donc, c'est ça ce problème. Et l'autre chose, c'est que le chef de l'État lui-même ne vient pas vérifier des problèmes. Je vous ai dit que j'avais rencontré Aïdjo, qui était venu vérifier les travaux de construction du marché central à Douala, un dimanche matin, sans le gouverneur, dans une voiture banalisée. Et c'est comme ça qu'il venait. Si au moins ces élites, là, disons qu'ils leur donnent cette confiance, il faut qu'ils vérifient. On dit, la confiance n'exclut jamais le contrôle. Très bien. La confiance n'exclut jamais le contrôle. Le problème du sous-développement du Sud aujourd'hui, serait-il ou trouverait-il des origines avec le laxisme, dit-on, du chef de l'État, lui, originaire du Sud, qui d'ailleurs, le Sud dit aujourd'hui ne pas profiter de son temps, de son règne. Ils n'ont pratiquement rien eu, disait-il, pour beaucoup là-bas, même si les voix ne s'élèvent pas, parce qu'en réalité, les élites ne permettront pas, les sudistes frères camerounais s'expriment. Dominique Audrey, c'est une réalité à laquelle vous aussi, vous avez fait corps. Lorsque Charles Lamel faisait état de sa colère, des entreprises qui sont mises en place et qui ne sont pas, on va dire, exécutées, les travaux qui sont inachevés. En tout cas, on reviendra à vous dans un instant, le temps bien évidemment de vous entendre. Mais vous aussi, madame, monsieur, nous vous lirons effectivement sur les plateformes 10 de nos Zénith ou encore Equinox Télévision. Merci de nous laisser vos appréciations. Nous poursuivons l'émission avec vous dans un instant. Merci à vous, mesdames et messieurs. Bon retour encore si à l'instant vous prenez l'écoute ou encore vous avez vos télécommandes à main. Merci de trouver de l'intérêt à regarder 10 de Zénith. Nous sommes sur Equinox Télévision. On ne vous le rappelle pas. Ici, vous êtes chez vous. Qu'est-ce qui se passe avec ces nombreux rapports aujourd'hui mis en place et surtout rendus publics par la Caisse autonome d'amortissement? Le Cameroun risquerait-il justement d'entrer dans une phase compliquée pour son économie aujourd'hui? Des entreprises publiques qui sont endettées et d'ailleurs d'après un récent sondage ou encore une récente publication de la Caisse autonome d'amortissement, Cameco et la Sonara aujourd'hui enregistrent de façon cumulée à elle seule comme entreprise camerounaise 826 milliards de francs CFA de dettes aujourd'hui et la Sonara est à elle seule un peu plus de 700 milliards. Qu'est-ce qui se passe véritablement? Ce qui nous donne encore de comprendre véritablement la question de la dette publique aujourd'hui au Cameroun qui est estimée à 10 164 milliards selon la Caisse autonome d'amortissement. Ne devrait-on pas avoir peur? On en reparlera dans un instant, madame, monsieur. Mais surtout, revenons sur la question effective même du Sud aujourd'hui qui souffre avec ses entreprises, mais qui souffre en même temps avec ses infrastructures. Qu'est-ce qui explique aujourd'hui que le Sud soit ce qu'il est devenu réellement ou encore l'ombre d'elle-même en tant que région aujourd'hui? Quelle est la contribution des élites qui ont certainement apporté leur pierre, n'aidant pas le Sud à se construire véritablement? Qu'est-ce qui peut faire problème aujourd'hui? Est-ce que le chef de l'État lui-même, originaire du Sud, ne devrait-il pas avoir honte de ses frères qui pour beaucoup sont rentrés dans une espèce de gabégie financière et qui ont rendu le Sud, on va dire, malheureux, comme c'est le cas aujourd'hui de Dominique Audrey? Désolée, mais je ne pense pas que parce que le président soit ressortissant du Sud, le Sud doit avoir
un aspect ou bien un traitement particulier, ça doit être le propre de tout le pays. Bon, maintenant, puisqu'on parle du cas du Sud, le Sud, à travers tous ces projets structurants, avait tout pour être la région la plus développée. Les différents projets, si on part d'abord sur la base de l'électrification, à travers les 2 barrages, Meking et Menveleu, respectivement de 2011 et 2012, devaient en principe être livrés, ça fait des années déjà. Pour le cas de Meking, par exemple, les travaux devaient s'étaler sur 36 mois, donc soit 3 années, et le budget initial était de 25,8 milliards. Et dans les 25,8 milliards, la Chine avait donné 22 milliards et le Cameroun a donné le reste. Malheureusement, rendu en 2020, on avoisine les plus de 100 milliards de francs déboursés pour ce projet qui, malheureusement, n'est même pas encore... on ne peut même pas encore bénéficier des retombées. Mais qui vole donc l'argent du Cameroun? Qui vole l'argent de ce pays? Comment on a un projet de 25 milliards et aujourd'hui on a plus de 110 milliards dépensés, 115 milliards dépensés dans ce projet et on ne demande pas de compte. Ce n'est pas terminé. C'est pas terminé. Malheureusement, aujourd'hui, dans le Sud, on n'a pas encore totalement d'électricité parce que les 2 projets, Meking et Menveleu, auraient permis d'électrifier le Sud, électrifier le Cameroun et maintenant desservir la Guinée et certains pays limitrophes. Donc on en est très loin. La principale conséquence de ce manque d'électricité, c'est que les principales usines à nous annoncées, entendez les usines de poulet, les usines d'engrais, les usines de montage de machines ne peuvent pas fonctionner. Industrie égale électrification parce qu'il va bien falloir faire tourner les machines. Bon, la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est il est clair que les machines ne fonctionnent qu'avec de l'électricité. Pourquoi financer des projets d'usines si on n'a pas d'électricité? Le projet des poulets devait permettre qu'on fasse, je crois, 5000 tonnes de poulets par an. Aujourd'hui, dans le Sud. Oui. Malheureusement, on n'en parle plus. C'est un projet qui a coûté également des milliards. L'usine d'engrais dont M. Mbachoua parlait, avec 600 000 tonnes d'engrais qu'on devait produire, c'est où? Parce qu'on ne voit peut-être pas les retombées, mais avoir ces usines qui ne fonctionnent pas, pourtant on a misé énormément, ça devait desservir tout le pays. L'engrais devait entrer dans la production agricole, vous savez que le Cameroun exporte la tomate et certains aliments, ça devait entrer de ce côté-là. L'usine de poulet, on pouvait élargir la production et aller un peu plus loin. Il y a également le port en eau profonde de Kribi. Michel Gachou, là-bas, c'est un autre problème. Les études par rapport à ce port remontent à 1980. De 1980, on a eu la crise qui a fait qu'on a d'abord laissé cela dans des tiroirs et on est venu ressusciter ça dans les années économique. Oui, dans les années 2000. Et malheureusement, jusqu'aujourd'hui, le port n'est pas encore mis sur pied. Pourtant, les fonds déboursés pour cela auraient permis que ce soit prêt. Avec ce port, on aurait pu exporter la bauxite, exporter le bois, exporter le fer. C'était un tremplin pour pouvoir les échanges entre le Cameroun et d'autres pays. Aujourd'hui, on est obligé de se poser la question de savoir quelles sont les entreprises à qui on a confié la gestion de ces différents chantiers. Et lorsque vous allez chercher un peu, j'invite les téléspectateurs à le faire, lorsque vous allez chercher un peu plus loin, vous vous rendez compte que ce sont les mêmes personnes qui gèrent les projets dans d'autres régions, dans d'autres villes du Cameroun et malheureusement, ils ont ramené cela dans le Sud. Conséquence, le Sud est ce qu'il est aujourd'hui. Vous avez vu le tronçon. Aujourd'hui, on a le ministre qui demande des comptes. Il demande des comptes parce que justement, des fonds ont été déboursés pour pouvoir aménager ce tronçon-là. Mais malheureusement, ce n'est pas fait. L'hôtel du Comice, cela a pris 9 ans pour la construction de cet hôtel. 9 ans. 9 ans sur 12 mois annoncés. Et les finances, on est passé de 9 milliards initialement annoncés à 15 milliards. Et maintenant, lorsque vous vous rendez dans l'hôtel, ça laisse à désirer. Parce que tout ce qu'on a annoncé, c'était un hôtel futuriste. Il devait être 4 étoiles. Il devait être sur le terrain. C'est un flop total. On ne va même pas parler de l'hôtel de référence, Michel Gachou. Les machines, c'est désuète. Monsieur Mbachou l'a mentionné. Les populations n'y vont pas parce que justement ce n'est pas ce à quoi on s'attendait. Donc les populations du Sud aujourd'hui, comme beaucoup, on ne va pas parler du Nord parce que tout le monde sait que c'est grave là-bas, ont fort à faire.
énormément à faire. Et maintenant, on dit toujours qu'il faut demander un audit complet de tous les projets. Ça, ce sont entre autres les projets structurants annoncés par le président. Est-ce que justement, c'est pas ce qui fait peur aujourd'hui aux Camerounais? Parce que si on ne fait pas cet audit, en réalité, sur les entreprises camerounaises, on a le sentiment justement que, après Paul Biya, on ne saura pas ce qu'il aura laissé aux Camerounais. Est-ce que c'est le moment? Parce que tout à l'heure, on en parlait d'ailleurs avec ces chiffres rendus publics par la Caisse d'autonome d'amortissement. On commence justement à vous dire, voici le niveau que représente le Cameroun aujourd'hui du point de vue économique. Tenez-vous prêts parce qu'à tout moment, ça peut chambouler. Est-ce que ce n'est pas dangereux, Charles-Amène Bachou, d'observer justement ces réalités économiques, mais surtout d'observer le fait que des gens aient choisi délibérément ou à raison de torpiller des projets aussi importants, structurants, importants pour le développement des localités, des villes, et le sud aujourd'hui en paie le prix? Monsieur Michel Ngachou, il faut dire que, premièrement, c'était une précipitation. C'était une précipitation. Tous ces différents projets initiés, c'était une précipitation. Parce qu'on s'est rendu compte là-bas que, pendant des années, on a pensé ailleurs, on a pensé tout donner ailleurs, mais on n'a rien donné ici. Il fallait qu'on donne quelque chose ici, il fallait qu'on se batte à faire quelque chose ici. C'est là où on a commencé à dire, à la ramasser. Bon, tu vois qu'on peut faire quoi? Bon, on dit un marché au 100 000. Dominique, tu vois qu'on peut faire quoi? Un hôpital de référence, on peut monter. Bon, vous voyez, quel est le prétexte? Comment on peut passer? On dit, bon, l'organisation d'un commis. Après combien d'années, monsieur Michel Ngachou? Commissaire agro-pastoral, après combien d'années on se retrouve, on organise donc sous ce fallacieux prétexte, et là on sort, on fait, vous avez vu tout le ramdam et tout ce qui a été à travers les différentes activités culturelles qui ont entouré. Le projet en lui-même était bien. Quand on vous dit qu'on a conçu un marché de 4 milliards, la population de Saint-Mélima est évaluée à combien? En termes de population, en termes de, comment on va dire, de visite ou d'entrée touristique dans la zone de Saint-Mélima, on peut entendre, le tourisme se situe à hauteur de combien? Est-ce que vous pouvez vous mouvoir dans cette zone comme ailleurs pour qu'on vous construise un marché de 4 milliards de francs CFA, alors qu'une agglomération comme Douala, elle a besoin au moins, Douala a besoin d'au moins 4 ou 5 marchés centraux. On n'a pas, je dis nouveau, on n'en a pas. Mais on va donner 4 milliards, un marché de 4 milliards sur une grande superficie. Encore là, c'était bien, monsieur Michel Ngachou. Mais après, on dit non, il faut encore qu'on pense, il faudrait qu'on ait le meilleur hôpital de référence. D'accord, tout le monde valide l'hôpital de référence avec 12 suites présidentielles. C'est pour qui? 12 suites présidentielles, des maisons de résidence, un plateau technique select, monsieur Michel Ngachou. On parle bien d'hôpital de référence. Monsieur Michel Ngachou, pour quelle population? Non, j'en viens. Je dis, on n'encourage pas la gabégie. Mais si nous avons un hôpital de référence avec des suites dans cet hôtel, dans cet hôpital, on sait effectivement qu'il y a parmi nous, parmi les Camerounais, friqués, au lieu d'aller se faire soigner comme on le fait tout le temps en Europe, ils peuvent aller se faire soigner justement à l'hôpital de référence de Saint-Mélima. Mais le problème en fait en lui-même, c'est que pourquoi construire dans un hôpital comme l'hôpital de référence de Saint-Mélima sans avoir un plateau technique fourni? Le plateau technique est fourni. Si vous êtes commerçant et que vous ne parvenez, vous êtes commerçant, vous êtes vendeur d'arachides et que vous ne commencez pas à vendre les arachides à vos propres frères, vous allez les vendre à qui? Les premiers consommateurs de vos produits, c'est vos frères. La proximité géographique. Non. C'est la nature des premiers. La proximité, vous avez une microfinance, les premiers épargnants, c'est d'abord vos frères. Si vous ne parvenez pas à les vendre, vous allez aller vers les autres comment? Donc, quelles sont ces élites qui vont se soigner là-bas? Ces suites sont abandonnées. L'hôpital coûte cher, monsieur Michel Ngachou. Le niveau de vie, les revenus des populations du Sud leur permettent d'aller dans cet hôpital de référence. Conséquence, le matériel est devenu obsolète par manque d'utilisation. Par manque parce que les populations, quand elles arrivent, elles sont habituées. Dans les centres de santé, à se faire consulter à 1500. Vous arrivez dans l'hôpital de référence. La consultation, c'est combien, monsieur Michel Ngachou? En termes d'activité et d'entreprise, et quelles sont les entreprises dans le Sud qui pouvaient permettre cette rentabilité? Donc, on se retrouve à 7 ans. Et 3 milliards et demi, vous allez vous rendre compte que tous les projets du Sud ont connu des avenants. On lance
Après, on dit non, le projet a été mal pensé, étude de faisabilité, il faut qu'on repense le projet. On se retrouve à des dizaines de milliards qui sont ajoutés et qui vont dans les poches de qui, monsieur Michel Ngacho? Voilà encore une question. Vous avez toutes ces élites qui descendent, vous avez les tracteurs, vous avez l'usine de transformation du manioc. Vous avez vu les images, monsieur Michel Ngacho, qu'on a ramené de cette usine de transformation. Regardez l'usine. Je pense qu'aujourd'hui, on devait manger le bon bâton de manioc. Oui. On devait, au Cameroun, manger le meilleur tapioca, le bon tapioca fait. Il y a tellement de produits dérivés. Nos femmes à la maison devaient laver nos habits avec le meilleur amidon. Ça devait être produit de cette usine de transformation de manioc. Combien de milliards? Et c'est où? C'est dans l'abandon. Quand vous vous retrouvez dans un publicité de développement, je saute des barrages parce que Dominique a soulevé le port, le complexe industriel portuaire de Kribi. C'est dans quel état, monsieur Michel Ngacho? On est passé de complexe à port autonome. Donc vous vous rendez compte que beaucoup d'argent ont été décaissés pour cette région, beaucoup d'argent ont été mis à la disposition, mais aujourd'hui les populations ne se reconnaissent pas. Aujourd'hui c'est désuète, c'est abandonné. Voilà la route. Le Premier ministre est obligé d'interpeller le ministre des Travaux publics pour lui demander que la fin de la route là c'est comment? Il y en a plusieurs routes qui devaient être à ce jour livrées. Dans l'espoir qu'ils répondent. Dans l'espoir qu'ils répondent, Charles Membachou. Non, si vous permettez une seconde justement. C'est-à-dire l'entrepreneur en chef, on n'a pas l'impression qu'il a été aux côtés de son illustre prédécesseur. Or, tout le monde vous dit c'était toujours son principal collaborateur. Les projets Swahidjo et sous les plans quinquennaux, on les appelait les projets intégrés. Par exemple, vous construisez le barrage de Memvele. On construit un barrage, on oublie qu'on doit connecter l'énergie produite au barrage au réseau national. On a oublié ça pratiquement. On était obligé de faire un avenant. Donc, même les bonbons ou les biscuits qu'on fabrique là, j'ai entendu des mots du genre étude de marché. Donc, vous ne pouvez pas créer une usine de fabrication de biscuits et vous stockez vos biscuits dans le magasin, dans des cartons. C'est pour aller vendre. Ici, on pensait qu'on allait stocker l'énergie. Peut-être on pouvait cumuler l'énergie de 3 ans et distribuer plus tard. Ce n'est pas possible. D'autres choses. Port en eau profonde de Kribi. On oublie de connecter le port avec la voie ferrée à Idéa, bien que ce soit délabré, mais on a oublié ce projet. On a oublié que le port doit être rattaché à l'Interland également par une route routière. On avait prévu la route Ebolova-Kribi en passant par Acom 2 depuis des millénaires. On oublie et on vient construire et ce port a changé de nom à plusieurs reprises. Complexe industriel ou portier, complexe ici, port autonome, port. Au point où les quelques dossiers qui sont arrivés là-bas parce qu'on a forcé l'accostage des bateaux, ces dossiers étaient traités à Douala. Et c'est arrivé comment? Par tâtonnement ou, comme disait Charles Amel, on s'était rendu compte que, mais attends, le président même en train de vieillir, il peut quitter là. Le projet du port en eau profonde était d'abord pour Victoria, qui est devenu Limbe. Quand j'ai parlé de Victoria, ça veut dire que ça remonte à Metousalem. On a laissé tomber. Pourquoi? Donc les anglophones ont raison de s'indigner. Même le barrage de Memvele dont on parle, après Songlolo, en réalité, c'était un autre barrage à côté de Déa qu'on appelle Sondong. Voilà, Wen allait devenir après. Vous savez ce qui s'est passé à une réunion à la présidence? Non. On dit, mais attends, pourquoi on construit tous les barrages et les bassins? C'était l'étude faite par Niat, qui n'est pas Bassa. Niat, lui, leur dit, mais je viens de faire une étude, permettez-moi de dire à son ami président Biya, permettez-moi d'augmenter de 10 francs le prix au kilowatt-heure. À l'UQAM, qui se plaint déjà, aura l'énergie électrique. Moi-même, je pourrais demander aux Camerounais de mettre les ampoules électriques même aux arbres. Et nous aurons l'électricité à revendre. On lui a dit non, tu n'es pas là pour ça. Donc, en fait, l'État a démissionné de sa mission principale. Il faut que les Camerounais se rendent compte de cela. Ce qui est fondamental, c'est que ce matin, vous interpellez encore et toujours l'entrepreneur en chef. Oui, absolument. Parce qu'en réalité,
On ne peut Et pas... les Camerounais de se rendre compte que celui qui a prêté serment pour les amener à l'épanouissement ne peut pas. On ne comprend pas. On ne comprend pas. Il faut toujours dire jusqu'à ce qu'ils comprennent. Vous allez à l'église tous les dimanches, pourquoi? Non, on ne vous répète pas les mêmes versets bibliques. Bon, Audrey, il va tous les jours. J'y vais plus. Régulièrement. Donc on doit répéter jusqu'à ce que les Camerounais comprennent. Voilà. Mais maintenant, il faut justement que les Camerounais se réveillent. Parce qu'on ne peut pas avoir un pays qui, dira-t-on, il y a 40, 50 ans, était à construire. Aujourd'hui, on est censé être évolué, on se rend compte qu'il faut reconstruire en réalité. Et nous faisons justement le rapprochement il y a l'instant avec ces chiffres qui sont rendus publics justement par la Caisse autonome d'amortissement qui dit que le Cameroun aujourd'hui a une dette de 10 164 milliards de francs CFA en termes de dette publique aujourd'hui, uniquement pour le Cameroun. Alors, on se rend compte aussi qu'à l'intérieur du Cameroun, il y a une dette mais colossale. Quand on fait du mal à un pays, c'est-à-dire on vous donne de l'argent, que vous soyez élite ou pas, vous êtes Camerounais, c'est vous qui êtes censé porter un projet et le même projet, vous choisissez sur vous en tant que Camerounais de le torpiller et de vous mettre l'argent dans les poches. À qui faites-vous du mal? À vous, non, mais surtout, il faut préciser deux faites-vous du choses. mal? Avec votre dette, il faut préciser que c'est 45,8% du PIB. Donc le Cameroun risque d'être dans un moment de différence. Voilà, en état de cessation de paiement. Vous pouvez imaginer que les fonctionnaires n'aient pas de salaire. Première chose. L'autre chose qu'il faut dire de manière claire, c'est que en fait, lorsque vous révélez ces choses-là, demandez aux Camerounais, dites aux Camerounais de demander les comptes acquis de droit. Tout à fait. C'est ça le problème, jusqu'à ce qu'ils le comprennent. Demander les comptes acquis de droit. Bon, maintenant, ils vont vous demander, on passe par quel canal pour demander ces comptes-là acquis de droit? Ils disent que les préfets, les sous-préfets et les gouverneurs sont les représentants de l'État et du président de la République. Ouais. Donc voilà, il y a un sous-préfet qui nous avait dit ça dernièrement à Bafoussam. Il dit que je suis votre Paul Biya ici. Donc vous allez donc soumettre vraiment des doléances au sous-préfet chaque fois. C'est lui qui a l'obligation de les transmettre à sa hiérarchie. En tout cas, madame, monsieur, nous allons dans un instant voir dans quelle mesure nous allons prendre ces nombreux messages de nos téléspectateurs avec Dominique Audrey sur ce plateau. On va tenter l'aventure ce matin, Dominique Audrey. On va essayer. Et on le sait, Karine Santia étant absente, vous tenterez effectivement de le faire pour le bien de nos téléspectateurs qui nous regardent ce matin très loin d'ici et qui nous laissent bien sûr des messages. Allez, nous vous donnons l'occasion de nous les lire à l'instant pour le bien de ceux qui nous regardent. Voilà, on a Sorel Blanche Njike qui dit que Niat a voulu développer la Sonel, Biya a refusé le développement et il n'aime pas du tout le développement. En conséquence, on a 38 ans d'échec. Auriel Celia, tant que justement les Camerounais ne vont pas sentir directement cette dette sur eux, par exemple les fonctionnaires non payés et le panier de la ménagère, ils vont continuer à regarder. Donc, en quelques mots, il faudrait qu'on en arrive là à la cessation des salaires, selon Aurel Celia. Que le Camerounais prenne conscience. Ouais. Oui, ben si. Oui. Parce que maintenant, on peut même manger le conctiab ou le banane malassé. Le jour où on aura faim, on fera qu'on ne pourra même plus acheter une boîte de riz, manger notre banane malassée. Et je pense que là, les Camerounais prendront conscience. Dominique. On a Peter Aaron qui dit que tant que le peuple souverain et employeur de l'État ne demande pas des comptes avec fermeté, la situation restera comme telle. La situation restera comme telle. Oui. Charles Lamel, il faut justement demander des comptes. Le peuple camerounais va demander des comptes par quel canal? Bon, on pense qu'il faudrait se rapprocher des préfets, des sous-préfets pour demander des comptes. Nous avons été trahis littéralement par ce que nous considérons comme nos élus. Les élus en fait, nos élus qui sont l'interface entre le peuple et l'État, le gouvernement. Vous allez vous rendre compte que chaque fois, lors des questions orales, c'est à peine si on n'a pas envie de s'arracher la tête lorsqu'on suit ce qui se passe le jeu qui se passe entre les ministres et, on va le dire, les élus du peuple. Comme vous vous rendez compte, vous prenez un projet, l'ensemble des projets du Sud Cameroun, nous sommes à plus de 1000 milliards, monsieur Michel Gadjou.
Nous sommes à plus de 1000 milliards. Il y a les routes, il y a les infrastructures. Quand vous descendez sur le terrain, rien n'a été fait. Demandez-vous, cet argent est passé où? C'est le rôle des élus de se lever et de dire, nous pouvons convoquer... Vous parlez d'élus au Cameroun? Ce sont eux. Il y a des élections, Vous avez demandé qui va rendre compte le peuple. Avons-nous des vrais élus au Cameroun? C'est là où je vous réponds en vous disant, c'est la responsabilité. Vous avez vu au Kenya. Vous avez vu au Kenya, parce que les ministres ont demandé qu'on augmente leur salaire, parce qu'ils se retrouvaient à avoir des pressions. Les députés sont descendus dans la rue jusqu'à se déshabiller. Ils allaient même dans le ministère chercher la banque. Vous êtes malade? Vous voulez qu'on vous augmente? Alors, regardez au Cameroun comment nous vivons. Regardez, les députés de la région du littoral devraient se lever et de dire, nous n'avons pas de route. Vous circulez comment à Douala? Vous circulez comment à Douala? Vous ne pouvez pas être député du parti au pouvoir, vous revendiquez quoi que ce soit n'importe comment, parce qu'on vous tient d'une manière ou d'une autre. Ils le savent. Vous voulez que qui descende de revendiquer quoi? Qui décrète par le moment? Les messages de Munich. Donc, Tata Joe dit qu'au sud, nous cultivons des tracteurs et tenez-vous tranquille, la récolte se fera à l'horizon 2035. Avec eux, c'est de bêtise en bêtise. On a M. Mbachou, le club du régime se partage les détournements. Vous voulez que qui réponde aux ministrants? Ils viennent seulement en public faire semblant de s'indigner, mais ayant reçu leur part, ils ne peuvent ni indexer, ni dénoncer, ni arrêter quelqu'un. Le marché moderne de San Mélima est aujourd'hui abandonné et devient peu à peu de la broussaille. Voilà les histoires de ces partis. Voilà les vraies questions que ceux du Sud doivent se poser. Mais non, ils vont te dire qu'ils ont le pouvoir et ils mangent dans la poubelle. Vraiment, ce sont des personnes pas catholiques. On ne va pas dire des insultes, je suis désolée. Que ce soit au sud ou au centre, tous nous vivons dans une misère. Il y en manque de tout. C'est total, ouais. Ces gens... Non. À la différence que le Sud a eu des décaissements. On a décaissé de l'argent pour gérer un ensemble. Mais vous avez vu les images de l'usine de poulet Cédite. C'est abandonné, vous n'avez pas de personnel. Vous dites il nous faut une usine de transformation de manioc, M. Michel Gacho. Attendez, on construit et on ne prend pas les jeunes pour aller les former dans l'utilisation. Il n'y a pas de séance de formation. On dit voici l'usine, vous pouvez vous balader. On attendait que les Indiens, que ce soit les Indiens qui arrivent, transformer le manioc des Camerounais à Ebola. Mais arrêtez un peu ça. Incroyable. Vraiment. Donc on est dans un pays où tout est à construire, mais on dit aux jeunes qu'il n'y a rien à faire. Dominique, on va continuer justement avec les messages. Voilà. On a le bien mal acquis ne profite guère. On sent un brin de regret dans la région du Sud. C'est un message de Christian Tédongué, où il y a quelqu'un qui fait qui sort un peu du sujet et qui demande où est le siège de la FECAFOOT, ou bien ce n'est pas son problème. Non, parce que c'est privé. Non, la FECAFOOT avait prévu construire un siège à côté de Palais des Sports, là, quelque part. Il demande si c'est déjà prêt. Oui, et qui est en chantier depuis pas mal de temps. Voilà, ça, justement, c'est pour ça. Parce que les retombées de au moins 1000 coupes du monde, combien de coupes des nations gagnées, voilà. Ça aurait quand même pu nous donner... En tout cas, marquons une petite pause, je vous en prie. On va revenir sur ces sujets, mais surtout, on va revenir vous lire. Mesdames et messieurs, merci. Vous vous rendez compte que Consti Lamine est là? Oui, on parle de Vombio. Consti Lamine, c'est un plaisir de vous avoir ce matin. Bonjour à vous et bienvenue ce matin. Vous nous parlez de Vombio. Bonjour Consti. Michel, bonjour, bon début de semaine à toi, bon début de semaine, bel et bien à tous nos nombreux téléspectateurs et surtout à tous les clients du concept Salaka. Alors je commence bien entendu ce lundi matin avec une très très bonne nouvelle. Oui, une nouvelle qui se veut très très festive. Alors j'annonce officiellement à tous les téléspectateurs de cette émission, à tous les clients du concept Salaka, à tous les partenaires du concept Salaka, à tous les amoureux du concept Salaka, que votre communicateur, le promoteur du concept Salaka, en la personne de Consti Lamine, célèbre officiellement le 4 décembre 2020 ses 20 ans de carrière. Oui, l'événement se prépare plutôt très très bien, donc vous aurez l'occasion d'avoir tout ce qui a comme déroulé sur ces 20 ans de carrière. Mais retenez déjà que le vendredi 4 décembre, dès 19h du côté de Douala-Bercy, vous aurez droit à un très très grand spectacle à l'occasion des 20 ans de carrière de Consti Lamine. Les tickets se vendent déjà du côté du magasin 1001 tapis et un prix, bien entendu, est accordé à tous les clients
du concept Salaka à l'occasion de cette célébration des 20 ans de carrière de Constellamine dans la communication commerciale. Puisque nous parlons de communication commerciale, nous allons tout de suite attirer l'attention de tous nos téléspectateurs sur les avantages du Von Bio Oméga 3, sur les avantages du Von Bio Détox, du Von Bio Gastro, de tous ces Von Bio qui sont en vente du côté du magasin 1001 tapis. Je vous rappelle que vous aviez encore jusqu'au 15 novembre prochain pour acheter une boîte de 30 gélules de Von Oméga 3 à 5500 francs. Donc la promotion va s'achever ce 15 novembre 2020. Donc vous avez encore pratiquement une semaine pour acheter une boîte de 30 gélules de Von Bio Oméga 3 à 5500 au lieu de 6000 du côté bien sûr du magasin 1001 tapis. C'est à l'occasion de la célébration de la journée mondiale du diabète qui va se tenir le 14 novembre prochain. Nous avons décidé d'offrir à tous nos téléspectateurs, d'offrir à tous les clients une promotion spéciale sur toute la gamme Von Bio, notamment le Von Bio Oméga 3. Vous l'avez à 5500 jusqu'au 15 novembre. Le Von Bio Lotion, vous l'avez à 5500 francs. Le Von Bio Libido, le Von Bio Gastro, tous ces Von Bio ont reçu une remise de 500 francs sur le prix de promotion qui est un prix que vous connaissez déjà tous. Alors nous allons tout de suite rappeler à tous nos téléspectateurs les avantages du Von Bio Oméga 3. Ce complément alimentaire fait partie de la gamme des compléments alimentaires du laboratoire Cedorex. Je rappelle, ça permet de réduire les complications du diabète. Le Von Bio Oméga 3 permet également de réduire le cholestérol dans le sang. Le Von Bio Oméga 3 permet également d'assouplir nos articulations. Ceux qui ont les problèmes de tension, les problèmes de rhumatisme, les problèmes de courbature, je vous conseille de consommer régulièrement le Von Bio Oméga 3. Alors comment consomme-t-on le Von Oméga 3? C'est une gélule par jour. Pour les habitués, oui, ceux qui sont habitués à ce complément alimentaire, vous allez prendre une gélule par jour. Mais pour les nouveaux consommateurs, c'est 2 gélules par jour, une le matin, une dans la soirée, pendant le repas pour les nouveaux consommateurs. Oui, ceux-là qui n'ont jamais consommé le Von Oméga 3, vous êtes parmi les premiers consommateurs à consommer 2 gélules par jour, une gélule le matin, une gélule dans l'après-midi. Pour les habitués, c'est une gélule par jour pendant le repas. Je rappelle le prix, il est de 5500 pour une boîte de 30 gélules, offre valable jusqu'au 15 novembre 2020. Je vais également parler de la lotion. C'est un lait de toilette pour diabétiques qui coûte également en ce moment 5500 du côté du magasin 1001 tapis. Nous livrons dans tout le Cameroun et nous permettons à nos clients de bénéficier de pas mal d'autres avantages à l'occasion, bien entendu, de cette célébration de la journée mondiale du diabète qui va se tenir le 14 novembre prochain. Et n'oubliez pas également la pommade contre les hémorroïdes. Cette pommade qui est également en vente au magasin 1001 tapis. Nous vous remercions, Constellamine, merci infiniment pour ce moment de vente ce matin sur les antennes Equinox Télévision. Madame, Monsieur, restez des nôtres, quoi qu'il en soit. Dominique Audrey, vous disiez justement tout à l'heure avoir des messages pour nous, oui, avant qu'on ne passe à la revue des réseaux sociaux. On a un message qui certainement a adressé à Pembombok. Il y a un téléspectateur qui dit qu'il se demande toujours quel était le programme politique du président du RDPC pour qu'il puisse accéder à... je veux dire que pour que nos parents puissent le valider, voilà. Il y a 38 ans aujourd'hui. Non, il avait une feuille de route qui était articulée autour de 7 points, notamment la création des agro-industries. Donc, et lui, d'où la naissance du centre universitaire de Ngaoundéré et celui de Tchang, la création. Or, rien n'a jamais été. La création des produits manufacturés au Cameroun. Donc, c'est-à-dire les produits made in Cameroun, vous voyez, Bata, tous ces trucs-là ont plutôt été fermés. Donc c'était la continuation de ce projet de plan quinquennaux que lui-même lance, je pense que c'était le 14 août 1986, mais qui n'est jamais arrivé à bout. Et c'est d'ailleurs ce que nous disait le directeur de la Caisse autonome d'amortissement en juin 2018 en disant que les projets sont mal montés, mal suivis et même les montages financiers pour décaisser de l'argent sont mal faits. Donc vous voyez. Ce à quoi on ne serait pas surpris dans les jours à venir, c'est que l'actuel directeur de la Caisse autonome d'amortissement soit débarqué pour le simple fait qu'aujourd'hui les chiffres qui sont évoqués, rendus publics
peuvent choquer, peuvent énerver, peuvent outrer certains dans le sérail, d'ailleurs certains pontes du régime, qui ne voudraient pas que l'on mette à la lumière leurs mauvaises exactions. Mais c'est bien dommage parce qu'on ne peut ne pas en parler. Donc maintenant, nous espérons que ce pays véritablement est géré et que le chef du gouvernement va veiller lui aussi à ce que celui-là qui tient aujourd'hui la caisse autonome d'amortissement soit bien protégé pour nous donner des chiffres comme c'est le cas aujourd'hui. Ça veut dire que notre dette a augmenté, les 200 000. Oui, on passe de 5 000 à 10 000. Ça, c'est la dette publique. On a évoqué la question de la soutenabilité. Maintenant, on vous dit que vous êtes à 10 000. Mais vous êtes mort, c'est à 48,6%. Je suppose que 45,8% du PIB. 45,8%. On est en train de traverser les seuils. C'est très grave. Préparez-vous. Et c'est une augmentation, je crois, de 1,3% comparativement à 2017, si j'ai un par mois. C'est assez compliqué quand même. Et si la guerre continue... Non, c'est très grave, Charles. C'est très grave. Parce que si les fonctionnaires viennent justement dans les jours à venir, ne pas être payés. Parce qu'on va vers ça. Les fonctionnaires risquent dans les jours à venir. Oui, même plus avoir de salaire. Monsieur Michel Ngachou, si on arrive à ce seuil, l'État qui a le pouvoir de tout va se retrouver en train de saisir l'argent dans les comptes de certaines personnes pour payer ses fonctionnaires. Voilà. On a déjà eu à le faire, à le vivre dans ce pays. Donc ceux qui ont de l'argent dans les comptes, on va saisir, on va appeler la banque en disant mettez à disposition, on va saisir. Mais mettez à disposition, c'est donc l'argent de qui? On a déjà connu l'argent de combien de La NIF a vocation à savoir le compte bancaire de Mbombo. Oui. Si maintenant on ne veut pas avoir une loi, oui, beaucoup d'ailleurs. Quand ils vont trouver, ils vont donc dire au chef de l'État que le Mbombo là, il a des comptes fournis. Et ils vont donc, avec une loi, qui vont dire à l'article 66 de la Constitution, viens t'expliquer. Il faudrait bien que je vienne m'expliquer. On commence par la déclaration des biens. Je souhaite qu'on commence par moi. Non, mais Charles, il faut donc commencer par la déclaration des biens. Monsieur Michel, vous déclarez d'abord vos biens. Monsieur Michel, on l'a connu avec la situation de la Poste, on l'a connu. Il y a plusieurs situations qui ont amené. À des moments, l'État saisit les comptes. On dit non, on peut pas, l'État ne tombe pas. On va prendre votre argent, on va vous remettre par la suite. On va trouver des mécanismes, même ça fait 20 ans, même ça fait 15 ans. Mais pour le moment, on se saisit de vos comptes pour pouvoir régler un problème. Vous pensez que si le Cameroun est dans une situation assez grave et qu'il faut absolument de l'argent, mais on vide, on ponctionne toutes les caisses, monsieur Michel. Voilà. Et en plus que les services spécialisés de la BEAC disent que les Camerounais ont plus d'argent que les entreprises. Et parmi ces Camerounais, la plus grande partie, c'est des fonctionnaires. Très bien. Donc ces fonctionnaires sont connus. Dominique Audrey. Oui, Corentine Chobni Momo nous dit que les lycées, c'est quoi? On paye les enseignants, les professeurs combien? On veut des entreprises. Tout est mort au Cameroun par rapport à notre époque. Il fallait aller au port, à l'aéroport international, etc. Pour l'hôpital, c'était gratuit. On examinait les examens gratuits également. Est-ce qu'un Cameroun comme celui-là est encore possible aujourd'hui? La question devrait se la poser, madame. Mais c'est possible parce que moi, je pense, humblement en tant que Camerounais, que c'est possible. Ce n'est qu'une question de conception. On conçoit un Cameroun nouveau. On conçoit un Cameroun différent. Ouais. On conçoit un Cameroun qui n'a rien à voir. Qui n'a rien à voir. Même payer la dette, Dominique Audrey, c'est une question, c'est une volonté politique. Parce qu'en réalité, on a un peuple de travailleurs. On a un peuple sur lequel on peut compter. Monsieur Michel Ngachou, il y a un projet sur lequel Aïdio avait travaillé et dont il n'était pas arrivé au bout de sa logique. Le projet d'autonomisation de chaque province. Il était prévu par Aïdio que les gars n'ont pas besoin de quitter, au vu du combat, de la lutte contre l'exode rural. Comment on peut faire pour retenir les gars en Konsamba? Faites un tour en Konsamba. Konsamba meurt à petit. D'abord, on va juste prononcer la date de l'enterrement de Konsamba. La ville de Konsamba, c'est terminé. 3e grande ville. Quand vous voyez quelqu'un à qui je m'incline littéralement devant lui, monsieur Emmanuel Naoussi, qui a lancé son usine dans la zone de Kekem. Imaginez-vous, quel enfant de Kekem va encore sortir pour venir chercher à Douala? Il y a l'usine, ils sont dans la maison, il va travailler, ça occupe. La zone au contraire commence à se développer. On a besoin des usines à Bafoussam. On avait un monsieur à Bafoussam qui faisait le savon, monsieur Michel Ngachou. On ne sait pas quelle alchimie. On a torpillé, l'usine est tombée. On a besoin des structures à Banganté. On a besoin. Les projets du Sud s'inscrivaient dans cette logique. Ouais.
Comment faire pour retenir les enfants qui ne sortent pas? Ils ont littéralement échoué. Tous les enfants, si vous placez tous les matins, vous allez voir les gens qui sortent de l'Est. Vous allez où? Je vais à Douala. Vous vous placez à Bonabéry. Vous revenez d'où? Je viens du Nord-Ouest. Je viens de l'Ouest. Je viens me chercher à Douala. Dans le bagage, c'est la moto. Dès qu'il descend, de côté. Voilà ce à quoi on est dans ce pays. C'est tellement grave ce que vous dites, Charles, parce que on a le sentiment, c'est pas seulement au niveau de Douala. Qu'est-ce qu'on fait de l'exode rural dans l'extrême nord du Cameroun? C'est grave, Parce c'est qu'il grave. il faut se poser des questions. Nous avons nos frères de l'extrême nord du Cameroun qui sont partout ici à Douala, comme à Yaoundé, et sur des motos, effectivement, parce qu'on estime, on espère avoir une petite pitance à chaque fois qu'on sort chercher de l'argent, mais c'est bien grave. Allez, dans un instant, Dominique Audrey, on prendra la revue des réseaux sociaux, mais avant, les messages. On va prendre celui-ci, Honte au gouvernement de Yaoundé, la faute n'est pas aux élites du Sud, mais à ceux qui les ont nommés là-bas, car la chèvre ne broute que là où elle est attachée. Non, la faute est aux élites. C'est elles qui font l'inceste politique. On ne peut pas les dédouaner de ça. Et c'est eux qui détournent le projet. Il y en a même un qui était directeur de ce comice. Quand le chef de l'État venant devant me s'arrête à Ebolova, il l'appelle et dit: je suis à Ebolova. Il dit: mais moi je suis ici, je ne vous vois pas. Et bon, il a voulu prendre l'avion, l'armée de l'air lui dit que non. Il a fait Douala et Ebolova en 20 minutes. Donc, on a le message de Adam Smith qui dit que son Excellence Paul Biya a le cœur à l'ouvrage pour le développement équitable de chaque région. Et le Sud, comme les autres régions du Cameroun, sont toutes en construction et font l'objet d'une attention particulière de son Excellence. La question, c'est de savoir comment se fait-il donc que, ayant autant le cœur à l'ouvrage, dans la région de l'extrême nord, là-bas, on fasse encore l'école sous des piquets et des feuilles de raffia. Non, même s'il a le cœur à l'ouvrage, où est-il pour venir veiller sur ces ouvrages-là? Pour ces rajouts d'argent dans les budgets. Comment pouvez-vous lancer un projet? Vous êtes entrepreneur en chef. Moi, je pense que le compatriote veut passer ça. Il est dans l'ironie. C'est de l'ironie. Oh, après, ça, c'est certainement une réponse qu'on nous donnerait sur un c'est plateau. pour ceux qui nous regardent, qui n'ont peut-être pas bien compris, comprennent. Mais comment peut-on être chef d'ouvrage, maître d'ouvrage, vous lancez un projet, vous-même, vous ne venez pas vérifier le même projet? Ça, c'est grave. La route Kribi a comme c'est combien d'années? Ça fait combien d'années? Puisqu'on en parle justement, Charles Amel Bachou, ça fait partie justement de ces documents qui font le tour de la toile aujourd'hui. Cette route dont le chef du gouvernement lui-même interpelle aujourd'hui. Nganou Djoumessi, le ministre des Travaux publics, a lui faire des comptes justement sur la route Ebolova à comme Kribi. Finalement, va-t-on dire que beaucoup d'argent ont coulé? Malheureusement, la route, on attend la route, mais la route n'arrive pas. Ou du moins la vraie route n'arrive pas. Monsieur Michel, vous vous rendez compte qu'à peine je reviens du Sud Cameroun, que bien avant, il y a déjà le Premier ministre en train de poser des questions. On s'interroge évidemment sur la situation. C'est tardif, cette question est tardive, monsieur Michel Gachou. Cette interpellation du Premier ministre est tardive. Elle est extrêmement tardive. Pourquoi? Parce que passé déjà 3 ans, 4 ans, 5 ans, monsieur Michel, j'estime que le Premier ministre n'a pas eu le temps. C'est vrai que certains projets qui avaient été impulsés sous l'ère de Philémon Yang, sous l'ère de Philémon Yang, qu'ils viennent aujourd'hui. Le principe de continuité voudrait qu'en termes d'accélération, on dit mon prédécesseur que je remplace aujourd'hui, quels sont les chantiers, quels étaient les projets sur lesquels il y a un outil qu'on pose en disant quels sont les dossiers urgents classé par ordre de priorité. Dès qu'on vous nomme, la première chose que vous faites avec votre staff, classer par ordre de priorité les différents projets. Qu'est-ce qu'il faut rapidement enclencher et faire suivre? On vous présente les dossiers que vous suivez. Est-ce que c'est le chef de l'État qui a demandé? Si le chef de l'État, on sait à son habitude, s'il regarde la télé, nous l'invitons à lui-même prendre son véhicule et aller faire un tour dans le sud, à travers les différents chantiers, les différents projets. Ne demandez pas trop, non, les différents projets, qu'il descende lui-même se rendre compte que ça a été un gros flop. Un gros flop. Voilà une zone qu'on aurait pu développer qui n'a pas été développée. Voilà la route. On va nous dire que l'argent est passé où? Et vous savez que le principe de ce pays, c'est qu'on lance un budget, un projet, infrastructure routière, et après on vous dit... Pourquoi Charamel? Pourquoi vous voulez faire mourir là tout de suite? Parce qu'il risque d'arriver là-bas et se rendre compte que vraiment, tous ceux qui m'ont dit des choses ici, là, où en sommes-nous aujourd'hui? Je vous ai dit que, qu'on le veuille ou non,
quand les choses changeront dans ce pays, je ferai partie des personnes qui vont installer le cimetière des gens qui ont volé. Monsieur Michel Ngatou, même si c'est virtuel, je veux mettre leur nom. Je ne mourrai pas sans le faire, je vous le dis. Prenez ça, je vais placer en disant ici, voilà telle personne, son nom. Il a volé tant, il était chargé de... Il le faut. Il faudrait qu'on ait ça. Vous allez laver la mémoire des jeunes qui viennent là comment? Si vous ne faites pas un cimetière de la honte, monsieur Michel Ngatou, où chacun en passant aura l'obligation de clasher. Très bien. Vous savez que ça se passe dans les villages. Parfois, il y a des corps, des personnes qui ont tellement posé d'actes, quand on lève le corps, on crache quand le corps passe. Parce que c'est nauséeux, c'est nauséabond. Voilà la route à Kribi, à Comdeu. Mais vous voyez dans quel état est cette route? Rappelez-vous, monsieur Michel Ngatou, quand on devait enterrer la diva de la musique camerounaise, Anne-Marie Nzié. C'est à ce moment que beaucoup ont réalisé qu'il n'y avait pas de route. On était obligé de couper la route. Oui, monsieur Michel Ngatou, je vous prends ce cas. Mais c'était grave parce que les ministres devaient se rendre, devaient s'y rendre pour un hommage, un dernier hommage. C'est là où les gars ont réalisé que, mais ça ne valait pas la peine. Pour signer un document, monsieur Michel Ngatou, dans la région du Sud, les habitants de Kribi doivent revenir par aider à prendre, aller sur Yaoundé, aller à Bolo, va faire signer avant de revenir. Parce que si vous déposez, ça va faire 4, 5, 6 jours. Mais on est où, dans quel pays? Alors, Mbombo Bengan, la question de la route aujourd'hui, à comme Kribi, le chef du gouvernement se lève et demande des comptes. Est-ce qu'il est, comme Chalamel a très bien dit, est-ce qu'il n'est pas en retard? Ou encore même, est-ce qu'on n'est pas en train de le faire aujourd'hui pour évader, pour éloigner les Camerounais de la colère qui les anime aujourd'hui? Parce que le constat qui s'est fait, c'est que le Premier ministre fait cette demande. On voit la caisse autonome d'amortissement qui rend public des chiffres. Est-ce que ce n'est pas une façon de commencer à se dédouaner, montrer aux Camerounais que voilà, nous ne sommes pour rien ici, voilà les réalités. Mais est-ce que ce n'est pas trop tard? Et pourquoi la justice camerounaise ne peut pas se saisir de pareils dossiers et de rassurer bien sûr les Camerounais de qui sont réellement les maîtres d'ouvrage de ces routes-là? Oui, ça se fait de cette manière parce que l'option prise, c'est de montrer qu'on commence sur un désert, que ce qui était fait avant doit être détruit. Il n'y a pas de continuité de service public, il n'y a pas de continuité dans l'action gouvernementale. C'est-à-dire que le Premier ministre Yann Filemon a mené des chantiers jusqu'à tel niveau, celui qui vient à sa place, qui le remplace, continue, fait la même évaluation et tout. C'est pour cette raison que vous verrez qu'il n'y a pas de conseil des ministres, même les conseils de cabinet, ça arrive comme ça, où les ministres ne savent pas qu'ils rendent compte. Vous avez vu l'amalgame qu'il y a eu entre le ministère d'État, secrétaire général, la présidente de la République, lorsqu'il donne des injonctions au gouvernement. Donc vous voyez, il y a chaque fois des goulots d'étranglement, mais le principe de base c'est celui-là. Parce que le président Biya lui-même, en fait, parce que le pays a chamboulé le samedi 6 juin 1983. C'est là où on a décidé de détruire tous les projets. La ville d'Nkondiok, tout l'arrondissement d'Nkondiok dans l'Onkam a été construit suite au rafle à Douala et à Yaoundé. On vous raflait vagabondage nocturne, on vous donne de l'argent et on vous donne du terrain. Et parce qu'il y avait un projet, un CAM, Yabassi Bafan. Et ce projet, un autre projet d'intégration des jeunes qu'on appelait Service civique national de participation au développement, qu'encadrait le colonel Etonde Koto. Il y avait un autre projet, 42 000 hectares déjà faits, et après, les financements du Fonds européen de développement déjà en place pour la construction des vastes chantiers agro-industriels dans le Mboui et le Ndonga Mantoum. Paul Biya a tout détruit. Également à Sanchou, il y avait plein de trucs. Quand vous entendez parler de la zone Madagascar à Yaoundé, vous qui connaissez, c'est l'aménagement de la maïture pour construire, pour que la SIC vienne continuer avec la construction des logements sociaux. À cet endroit précisément. À cet endroit, et ici la zone Nilong, c'était ça. Donc les deux endroits, que ce soit Madagascar ou Douala, Madagascar à Yaoundé, ou la zone Nilong à Douala, il était question d'expérimenter les cités SIC avec les maisons en bois et également en briques. Parce que l'ancien ministère des Mines et de l'Énergie était construit pratiquement en planche. Donc,
Où en est-on? Quand vous voyez quelques bâtiments aujourd'hui de la Sopecam qui sont en fer, moi, c'est ça, j'ai failli pleurer. Et vous voyez que les premiers bâtiments de la Sopecam étaient en planche et en briques. Oui. Pourquoi ne pas continuer alors qu'il y a la Mipromalo qui était là? Et je me rappelle encore, aujourd'hui, elle est nommée recteur de l'université de Ngaoundéré, Madame Tindjé. Quand elle pleurait, elle a des techniciens sous la main, qui viennent de l'école des travaux, qui viennent de l'école nationale supérieure polytechnique, qui sont là. Personne ne pense construire avec les matériaux locaux. Donc, c'était des vastes programmes qui intégraient d'ailleurs dans les sections menuiserie dans des lycées techniques, dans les CETIC et des lycées techniques. Vous voyez donc comment les choses ont été détruites. Donc, quand vous me posez des questions, je vous répondrai, je vous renvoyerai à la réponse d'Ambassala. Ambassala, on l'enlève parce qu'il dit « Je suis l'ingénieur de l'État, je dois veiller sur les projets que l'État construit. » On lui dit « Non, ce n'est pas pour ça que vous êtes là. » Il en a parlé à Yann Philemon, au point où, à un moment donné, il est sidéré. Il veut faire le Hope Eye, comme on dit au quartier, aux opérateurs économiques. Il organise une réunion au siège du JICAM. Il leur dit que non. Vous, là, il appelle tous les opérateurs comme ça en disant faites bien les travaux, hein, j'ai moins de... Quelque temps après, on lui dit, tu parles en vertu de quoi? Donc, vous voyez un peu. Une mafia qui est cruelle. Une mafia justement qui prend en otage le peuple camerounais. Une mafia en réalité qui est cruelle. Une mafia qui laisse croire effectivement que tout se passe bien, mais en réalité, on est en train de pérenniser le règne de la terreur, le règne de la souffrance, le règne de l'oppression, le règne du mépris, et c'est inacceptable. Madame, Monsieur, c'est une question qui nous interpelle ce matin, et nous voudrons rapidement vous dire aux Camerounais que le destin du Camerounais est bien sûr entre les mains du peuple camerounais. Va-t-il réagir? Va-t-il demander des comptes à qui de droit? Madame, Messieurs, c'est une question qui nous interpelle. Allez, on le sait, Constille Amine nous retrouve encore dans un instant. Mais avant, puisque nous sommes sur 10 le Zénith, Mako impose. HND, Professional Bachelor, Master Degree in Banking and Finance, Secretarial Studies, Management and much more. ISPA vous offre une formation académique et professionnelle en cours de jour et soir dans les sous-systèmes francophones et anglophones. Obtenez le BTS, licence et master professionnel en gestion, spécialité, banque et finance, logistique et transport, génie informatique, génie civil, santé en soins infirmiers, sciences et techniques biomédicales, sage-femme. ISPA et à Yaoundé, Ngomkana, rue Face, immeuble Macabo. Contact 699 83 83 42, WhatsApp 661 16 19 10. Site web ispa-amandin.com. ISPA, notre savoir-faire à la construction du leadership de demain. Et bien sûr, Constille Amine, vous nous rassurez que vous êtes avec nous ce matin à nouveau pour nous parler de ISPA. Bienvenue à vous. Bienvenue, merci Michel Gachou, merci à tous les parents, merci à tous ces étudiants là qui ne cessent de faire confiance à cette école supérieure qui a une dimension internationale. Pourquoi une dimension internationale? Parce que nous recevons des étudiants du Gabon, les étudiants qui viennent de la Centrafrique, du Tchad, du Congo pour le Cameroun. Et au Cameroun, ces étudiants choisissent l'Institut supérieur universitaire bilingue, les Armandans, qui s'installe encore ce lundi matin sur le plateau d'Equinox Télévision pour rappeler bien entendu à tous les titulaires d'un BTS que, bien entendu, les inscriptions en cycle licence se poursuivent, bien entendu, tous les jours de lundi à samedi. Et pour ceux-là qui veulent poursuivre les études en cycle master, c'est également opérationnel pour ce qui est des inscriptions tous les jours de lundi à samedi. Alors, chers parents, chers étudiants, choisir une école supérieure, c'est bien, mais choisir une école supérieure qui vous permet d'avoir une formation de qualité, une formation professionnalisante dans un cadre de rêve, dans un cadre de qualité avec des enseignants professionnels, c'est encore mieux. Et aujourd'hui, du côté de Yaoundé, plus précisément au quartier Kamkana, en face de l'immeuble Macabo, vous avez le siège de l'Institut supérieur universitaire bilingue avec plusieurs salles de cours, des salles de cours modernes, des salles de cours spacieuses et bien entendu tout ce qu'il y a de beau, c'est du côté bien sûr de l'Institut supérieur universitaire bilingue Les Armandins qui vous permet d'avoir des cours en cours du jour et en cours du soir en cycle BTS, HND, licence professionnelle, master, bachelor degree, tout, c'est bien sûr de ce côté-là. Et ce matin, j'attire l'attention de tout cela
qui ont leur baccalauréat, qui n'ont pas encore choisi une école supérieure, qu'il y a encore quelques places disponibles pour la première année, c'est-à-dire ceux qui ont eu le baccalauréat, et bien entendu pour la deuxième année, pour ceux qui viennent bien sûr de passer en classe supérieure après leur baccalauréat. Donc n'hésitez surtout pas. Et pour ceux qui veulent, c'est-à-dire qui veulent faire une formation en licence professionnelle, retenez que c'est également possible du côté bien sûr de l'Institut supérieur universitaire bilingue, les Armandans, qui vous offre 12 filières de formation pour la section francophone et 9 filières de formation pour la section anglophone. Alors, chers téléspectateurs, chers parents, plus besoin de chercher des médias à 14 heures. Confiez vos enfants à l'Institut supérieur universitaire bilingue et vos enfants ressortiront avec une tête bien faite, une tête pleine et surtout, ils auront la possibilité d'intégrer directement le monde de l'emploi parce que nous sommes encadrés et nous sommes bien entendu accompagnés par plusieurs partenaires pour ce qui est des entreprises et surtout des partenaires académiques. Alors n'oubliez pas, bienvenue à ISPA. Merci. ISPA, c'est l'école de l'avenir. Et nous vous remercions, Consti Lamine, d'être passé encore là ce matin. Nous remercions le peuple camerounais qui ce matin nous regarde. Charles Membachou, merci à vous, Bonbon Bengan et Dominique Audrey, tout en rassurant les nombreux téléspectateurs qui se demandent ce matin où est passée Karine Santia, qu'elle a un petit bobo. Ouais, ça va rapidement passer, elle nous retrouvera certainement dans les jours qui suivent, un tout petit peu malade. Allez Karine, toi qui nous regardes, nous te souhaitons prompt rétablissement, reviens-nous vite, rapidement. Eh bien, le petit piment, comme certains l'appellent, nous manque un peu ce matin. Allez, très bonne journée à vous, à demain, 10h.